Est-ce que tu me sens? Attends, je te mets en 3. On va pas la refaire à chaque fois, t'es dedans. Morales, Morales. À toi, mon frère, que j'ai aimé. Oh mon amour. Taisez-vous. Hop, 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 hop. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer. J'espère qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Ça va aller. Il a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué Médiane. Bonjour et bienvenue dans H-Show, le podcast cinéma en 2 parties, d'abord sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Nous venons tout juste de voir Spider-Man Across the Spider-Verse de exactement Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Bienvenue à vous les gars, bienvenue à toi Lionel. Salut JB, salut Morgane. Salut Lionel. Et bonjour Morgane. Salut JB, salut Lionel. Salut Morgane. Salut Morgane. Salut JB. Salut. On peut continuer longtemps. Bonjour Comment qu'il Kevin. faisait Oui, non, ça c'est Ça non. peut pas marcher. C'est pas podcast. c'est très mauvais. effectivement. C'est pas Tout le monde le voit, le podcastiste. même Spider-Man. Non. Si, tout le monde le voit. Oui, C'est- bien sûr, il- tout le monde le il- voit, connu, mais non. Mais là, Voilà, vous ne non. pouvez pas le voir, malheureusement. Non. Ce n'est pas encore filmé. Donc, Bon, du coup, je vais vous expliquer ce qu'on était en train de faire. oui, donc là, c'était hyper podcastique. On va y arriver. Un truc de podcast, quoi. Ouais, un truc de podcast, toi. Donc, je me suis déjà planté 15 fois mon intro, c'est pas grave, hein. On va faire Tu monteras. Ouais, je Si montrerai. tu veux, on peut faire notre film aussi. C'est- Bon, Bon, on reprend les habitudes qui sont bien. Donc, quelqu'un va me faire le pitch. J'y ai pensé pendant le film. Je me suis dit, merde, là, pour faire le pitch, ça va être Ça va compliqué. être- ouais, Et puis en c'est- fait, non, ça va. Alors, t'as l'air super chaud, Il est donc chaud. je pense veux que bien- ce sera Je toi. veux bien tenter, mais il faudra m'excuser si c'est pas T'es déjà excusé. on te laisse. Mais bah du Sans coup, film. Spider-Man Across the Universe, c'est la suite de Spider-Man Into the Universe. Allez, c'est bon, c'est Into bâclé. the- New Generation, là. Ou New Generation en français. C'est Ah, comme ouais. ça Ah, c'est ça, le le titre français c'est New Generation, le titre américain c'est Into the Spider-Verse. Bah oui, c'est plus logique le titre Voilà. américain, quoi. Donc Et en québécois, c'est à l'intérieur de la ouais. nouvelle génération. À l'intérieur, il mélange les deux. Tout. et on retrouve les deux personnages principaux du premier qui sont Gwen Stacy et Miles Morales qui jouent tous les deux une version de Spider-Man mais de leur propre monde parce que Ça, si vous avez vu le premier, il faut comprendre qu'effectivement ça introduit plus ou moins dans l'univers Marvel, Sony, Spider-Man le concept des multivers. Into the Spider-Verse. Du coup, effectivement. Into the Spider-Verse. Et on retrouve donc Gwen Stacy et Miles Morales dans leur petite vie quotidienne. Et le film prend son envol finalement avec l'arrivée d'un méchant qui est capable de... Spot, qui est capable de se projeter un petit peu dans tous les multiverses ou tous les Spider-Verse possibles. Et là s'engage un petit peu une course-poursuite avec Gwen, avec Miles pour arrêter ce méchant qui risque de mettre à mal l'équilibre du canevas. Du canevas, hein, ils appellent ça C'est le canon time ou un truc comme Ouais, ça, je et crois. en français, c'est canevas. Ouais. Et Le tissu temporel. voilà. Et on découvre effectivement que suite aux événements du premier film, il y a une brigade de Spider-Man composée de Spider-Man de différents univers qui contrôle un petit peu ce canevas pour éviter que les choses partent en cacahuète. Pour éviter que les anomalies ne Voilà. foutent la merde. Eh bien, Exactement. Très bien. Est-ce que c'était très bien résumé Ah oui. Même très bien. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je veux Ah dire, oui, le oui, jury oui, se oui, lève j'ai bien compris. complètement. Très très bien. On a vu le même film, c'est génial. C'est bon. Et bien maintenant, c'est l'heure de votre avis à chaud. Lionel, que penses-tu à chaud? Ah oui, du coup, ça. Bah oui. Bah oui, parce Bah oui, qu'il a c'est fait bon. le pitch. Je vais Donc, pas du le coup, faire ça- parler ça- direct ah, après. Hein. J'aurais dû me douter. Déjà, quand on a croisé tout à l'heure. Tu es le j'aurais dû premier à passer, hein. Vous allez passer à la casserole, monsieur. Et ben, ce Spider-Man, il était très attendu pour ma part. Attends-tu? Très attendu pour 2023. Il faisait partie de ma liste, de mes grosses attentes. Avec aussi le Nolan qui devrait bientôt arriver. Oppenheimer. Oppenheimer. Ah là, tu le dis pas en version. Oppenheimer. Mais c'est parce que c'est américain. Les Allemands n'ont pas gagné. Un accent allemand américain. Voilà. Et donc, l'attente était assez haute. Au vu du premier, donc comme tu viens d'en parler, Qui était justement, Morgane, qui était vraiment très bien. très bonne surprise. Ouais. Suite à toutes celles qu'on avait eues précédemment. Et toi, tu l'avais bien aimé, le premier? Moi, le premier, je l'avais bien aimé, ouais. Sans avoir vu totalement les Tom Holland avant. Enfin, ça n'a rien à voir après. C'est vrai que c'est une approche complètement ça n'a différente. rien à voir, monsieur. Mais suite au dernier Spider-Man qu'il y avait eu après, ça faisait du bien de voir, en fait, à travers un film d'animation,
qui n'avait pas encore été fait pour du coup les Spider-Man. Je pense que c'était le premier en fait. Je crois que c'est le premier film d'animation Spider-Man. Il y a eu beaucoup de séries. Sans compter la série. Ouais, voilà, c'est ça, mais en film d'animation. Et toi? Et donc là est arrivé ce nouveau Spider-Man Across the Multiverse. Spider-Verse. Il fait durer le suspense, ça. Là, je n'en tiens plus. En fait, non, mais comme je viens de le dire, mes attentes étaient tellement hautes que du coup, je pensais qu'elles ne pouvaient pas être tout à satisfaites. Du coup, il y a un sentiment un peu de déception, un peu de longueur, en fait. Je trouve un peu long pour tout ce qu'il y a à dire. C'est une suite, en fait, quoi. C'est une suite qui essaie de raconter son histoire, mais c'est comme beaucoup de suites, en fait. Ça t'amène à encore autre chose après, donc tu sens que c'est un film intermédiaire. Donc, je reste pas mal sur ma faim, mais parce que c'est l'effet voulu aussi, je pense. Quand on ira. Non, je ne vais pas dire ça. Mais c'est vrai que c'est des phrases bannies, je ne peux pas le dire. Petite gommette jaune. Vous verrez bien, restez jusqu'à la fin. Et non, donc une pointe de déception, mais quand même un très beau spectacle. Franchement, au niveau de l'animation, ils poussent les potards. Ils étaient peut-être à 100 sur le premier, là, ils ont poussé à 1000, quoi. Au niveau de tous les mix graphiques, comics, tout ce qu'ils ont rapporté, plein de petites références, ça fait plaisir. Ça, dans ce film-là, il y a plein d'easter eggs, effectivement, pour les fans de l'univers Spider-Man ou Marvel. Une deuxième fois, parce qu'il y a des scènes qui vont très vite, et tu sais que tu te doutes qu'à ce temps-là, il y a des trucs qui sont mis, quoi. Trop d'easter eggs. Je pense qu'il y en a. En fait, c'est pas qu'il y en a trop, c'est que ça va trop vite pour qu'on les capte tous. En fait, en plus, c'est un thème qui porte magnifiquement pour pouvoir faire ça, quoi. Le multiverse, du coup, t'as plein de monde pour pouvoir propager autant de dérivés, même sur tes références. Tu peux faire des références dérivées, ce qui est assez trippant, quoi. Et des références de références Donc, pour ceux qui kiffent les Spider-Man, ça va être un très bon moment. Pour ceux qui sont sans plus sur les films de super-héros, c'est un film qui se tient à lui-même, mais c'est la comparaison par rapport au premier, c'est un peu décevant. Mais quand même, je regrette pas mon plaisir d'avoir vu ce film. Bien. Bel avis. Merci. Oh, merci pour cette je meurs maintenant. Merci pour ce moment. You're welcome. Je peux t'arrêter, je peux couper ton micro. Alors autrement, je voulais te dire. Monsieur. Ouais, je sentais le coup venir qu'on allait me demander mon avis. Non, moi j'ai bien aimé. J'ai pas autant aimé que le premier parce que celui-là est, je pense, un peu plus compliqué et un peu trop. Ça va 3000 à l'heure, vraiment. T'as pas trop le temps de te poser et d'apprécier finalement ce que tu regardes tellement ça va vite. Mais ça reste un très bon film d'animation, ça reste un très bon film de super-héros. Je pense que c'est effectivement, si t'es fan de comics et si t'es fan de Spider-Man, c'est le rêve absolu pendant 2h20. C'est pas mon cas, j'aime bien les comics, j'aime bien Spider-Man, mais je suis pas un grand fan, donc j'ai apprécié le film pour ce que c'est, effectivement. C'est la continuité du premier qui était très bien, qui était une bonne surprise. Là, on a moins l'effet de surprise, du coup. Mais je rejoins aussi un peu ce que dit Lionel, c'est que au niveau animation, c'est un truc de dingue. Vraiment, tous les styles qu'ils arrivent à mener, à mélanger dans le film, c'est assez. C'est un vrai plaisir pour les yeux, quoi. Voilà, c'est un vrai plaisir pour les yeux, mais ça parle à une génération de spectateurs qui va peut-être pas, qui va se reconnaître, et puis il y a une autre partie une partie de cette audience qui va pas se reconnaître dans le film ou qui va trouver que ça va beaucoup trop vite parce que. Tu es trop vieux alors. Peut-être que je suis trop vieux. Non, je suis pas trop vieux parce que j'ai quand même apprécié le film et que il y a de l'humour, l'animation est bien, l'histoire finalement elle est pas si compliquée que ça. Je pensais qu'avec le délire des multivers, Spider-Verse, ça allait peut-être être trop compliqué, mais en fait non. Le scénario principal, la trame principale est intéressante à suivre, mais c'est trop long, quoi. Vraiment, c'est 2h20, encore une fois, c'est un film trop long et c'est un peu le problème du cinéma ces derniers temps, c'est que un peu marre des films trop longs. Une fois passé 2 heures, je trouve que passer 2 heures, il faut vraiment que le film soit excellent et que tu sois pris dedans pour que tu sois pris vraiment pendant 2 heures, 2h20. À un moment, je pense que les gens, ils décrochent et même moi, à un moment, j'ai décroché. Après, la fin m'a remis dedans. Ouais. Dernière demi-heure. La dernière demi-heure te remet dedans. Je trouve gentil sur la dernière demi-heure. Mais ouais, non, ça va à un rythme effréné, ça n'arrête pas. Il y a quelques moments où tu coupes un petit peu parce qu'il faut bien ménager l'audience et pas l'envoyer dans l'espace toutes les 5 minutes. Mais non, ça reste quand même
Ça reste un très bon film d'animation, ça reste un très bon film de super-héros, bien mieux que ce que peut proposer Marvel ces derniers temps. Oui, clairement, oui. Ouais. Donc non, ça reste un bon film. Après, c'est un film qui parle effectivement aux gens qui aiment bien les films d'animation et les films de super-héros. Sinon, ouais, ça peut être. Ça fait très très réduit comme ça. Bah non, parce que ça fait quand même. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça fait quand même beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien un film d'animation. Ça dépend le style, ça dépend l'histoire du film d'animation. Il y a des films d'animation qui sont incroyables. Hein. Le Tombeau des Lucioles, par exemple, tu regardes ça à la fin, t'es en larmes, quoi, tu vois. On peut pas comparer les pommes et les poires. Hein. Non, mais bien sûr, mais on reste dans de l'animation. Ça veut dire que pour moi, l'animation ne doit pas être un frein finalement à l'expérience cinématographique. C'est un style de cinéma aussi, l'animation. Ça, je te rejoins, c'est assez réussi. Voilà. Après, le côté super-héros, bah oui, les films de super-héros, on en a beaucoup ces derniers temps. On a eu beaucoup de films sur Spider-Man sur les 15, 20, 25 dernières années. Il y en a quand même beaucoup. C'est la faute de Sony et de Marvel qui a mal Donc négocié son contrat. voilà. Et ils vont continuer Sony en plus. Mais après, quand c'est fait aussi bien que sur le 1 et sur le 2, je parle des Spider-Man films d'animation, moi, ça me dérange pas. Après, quand c'est du niveau de No Way Home où tout le monde se... Tout le monde se paluche sur un film qui est vraiment mauvais juste parce que y a 3 caméos et que voilà, c'est cool de revoir des anciens Spider-Man. Toute la promo n'a tenu que là-dessus, quoi, que sur les caméos, quoi. Donc non, ça reste, pour moi, c'était une très bonne expérience, un petit peu trop long, mais ça reste très positif dans l'ensemble. Mais juste une chose, je rejoins ce que tu dis par rapport au fait que le Spider-Man, en fait, l'avantage, je trouve qu'il a ce film-là, c'est qu'il n'a pas besoin, à la différence de maintenant ce qu'on a avec tous les DC, les Marvel, surtout les Marvel, c'est que pour pouvoir voir un film, il faut avoir vu les 6 autres qu'il y a avant. Marvel, c'est tout plus que 6 films. Ouais, c'est quoi? On est rendu à la 4e c'est phase 4, ouais. Phase 4, un truc comme ça. Donc maintenant, ils commencent vraiment à faire des liens. Il faut vraiment avoir lu pas mal de trucs avec les séries. Les séries en plus, ouais. Et t'es un peu largué pendant les films. Et ça, c'est vraiment un mécanisme qui est toxique, en fait, pour tout spectateur qui voudrait voir des films qui puisent un peu d'action ou de super-héros. Il faut avoir un bagage énorme derrière. Alors que là, avec le Spider-Man, je pense que même si t'as pas vu le premier, tu viens voir celui-ci, tu peux passer un bon moment. Parce qu'il y a quand même ces trucs, alors c'est pas non plus des flashbacks tout le temps, mais il y a quand même, tu peux comprendre ce qui se passe dans ce film sans avoir vu le premier. Le début te remet là-dedans, justement. Ouais, il y a pas mal de moments comme ça, effectivement. Et c'est pas niais, j'ai pas trouvé le film niais. Ouais, niais, ouais, voilà, on prend pas pour un con un petit peu. Quoi. On prend pas pour un con, on essaie quand même de t'expliquer un petit peu les choses, de te mettre en contexte, de te poser les enjeux. C'était quand même très correct comme film. On attend ton avis, JB. Et toi, JB, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, je suis trop vieux. Voilà, c'est officiel, je suis beaucoup trop vieux. Je pense qu'il a adoré. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé pour plusieurs raisons et je comprends tout à fait vos raisons de pourquoi vous avez aimé et je les aurais rejointes si j'ai été plus jeune. Et je pense que là, il y a eu un vrai gap. Toi, hein. Je sais. Il y a un vrai gap générationnel qui se fait et qui a un vrai schisme en fait. Je suis vraiment trop vieux par rapport au niveau et aux classes d'âge de marketing par rapport au film. En fait, t'es plus dans la cible, quoi. Je suis plus dans la cible du tout. Et effectivement, là, je l'ai vraiment senti. Alors, je vis très bien, je le vis pas mal du tout. Parce que je reconnais que c'est pas fait pour moi. Et c'est rien contre le film. Je n'ai pas vu le premier. J'ai tenté de voir le premier cet après-midi, mais je regardais ça d'un œil distrait parce que j'étais en train de travailler. Donc j'ai capté un peu la mécanique d'effectivement que c'est un autre univers, de l'univers de Spider-Man classique, où effectivement Peter Parker est mort dans cet univers et qu'il y a plus ou moins Gwen Stacy qui reprend de l'importance. Donc qui est une des héroïnes du classique du comics, donc qui est l'autre. Il y a Mary Jane et Gwen Stacy qui se mettent un peu en parallèle. Comment j'essaie de ne pas être méchant en fait. Trop tard. Parce que l'animation, je vais partir sur les points positifs. L'animation en cel shading et en toon shading sont vraiment exceptionnels. C'est vraiment un mélange visuel, une baffe monumentale. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Alors c'est une technique en 3D justement de faire ressortir les edges, je vais parler en anglais au plus, les bords en fait des visages et donc de rendre le côté un peu plus toon, ce qu'on appelle toon, le côté cartoon et le côté dessin animé entre guillemets, assumé, gros guillemets, assumé avec un mélange. Ce qui est fantastique avec le cel shading qui est derrière avec un rendu hyper photoréaliste.
Et donc, du coup, le mélange des deux, souvent tu fais l'un ou l'autre, mais là, le mélange des deux est excellemment bien fait. Très bien dosé, ouais. Et tu rentres vraiment dedans. T'as tous les codes du cinéma classique qui sont remis à l'animation. Et donc, du coup, le mouvement un peu saccadé de l'animation passe tout à fait super bien. Et pour moi, c'est une vraie réussite. Autant dans le premier, c'est ça que j'avais, dans le peu que j'ai vu cet après-midi, marchait bien. Ici, on en prend encore plus plein la gueule. On a du halftone, c'est-à-dire en fait un mélange de deux couleurs en même temps, une couleur dominante et une couleur plus sombre, plus terne, qui sont mélangées pour créer justement du contraste. C'est magnifique. Il y a des effets glitch de partout, ça je kiffe. Vraiment, je trouve que on arrive à un point de l'animation où c'est le pinacle de quelque chose d'important. Où tu sens qu'il y a, il y aura pas un avant-après parce que c'est pas du niveau de Jurassic Park qui a apporté de la 3D, mais on a un niveau d'animation en niveau 3D qui est inventif, qui est intelligent. Mais le problème, c'est que dans le niveau de l'histoire et du scénario, ce qui est le plus important, l'histoire, j'ai trouvé très très simpliste. Effectivement, tu sens vraiment que c'est un deuxième et tu le sens dès le début que c'est un épisode de milieu. Malheureusement, la construction, elle est décevante par rapport à ça, notamment l'arrivée, la gestion du méchant qui au début pourrait être cocasse, un peu croquignolette, avec justement ce méchant un peu gauche qui prend de l'importance. Au final, se développe très très mal. Il y a le côté Spider-Verse que j'ai trouvé, mais d'une déception. Et autant, il y a des moments, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, il y a des moments qui sont fantastiques, où on passe à travers les différents mondes, où ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on a eu, par exemple, avec le Doctor Strange, qui était très décevant, quoi, qui était vraiment ridicule. Là, ici, on y va, il y a des mondes en Lego, il y a des mondes totalement alternatifs, il y a un monde alternatif qu'on va parler plus tard, dans la deuxième partie, qui est hallucinant, que j'ai trouvé mais génial. J'avais limite envie de voir un film que sur cette partie-là. Qui malheureusement après tombe complètement à plat, qui est désamorcé avec cette histoire de super Spider-Verse en fait qui contrôle tous les Spider-Verse, espèce de Spider-Verse, de World Spider, de Spider-World maître, c'est le multivers. le HQ du Spider-Verse que j'ai trouvé mais totalement insipide. Le faux méchant qui est un espèce de faux méchant, un gentil qui devient en fait un faux ami qui devient un méchant. Mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il devient vraiment un méchant, tu vois. Non, mais c'est un faux méchant, c'est-à-dire que c'est un faux méchant, ouais. C'est-à-dire que c'est un allié, en fait c'est un faux allié qui en fait au final dans ses propres raisons, dans son jugement de valeur et son éthique, fait en sorte que on est à l'envers de la tâche et de la quête du héros. Et pour moi Morales, il est pénible en fait. Morales, il a 15 ans. Oui, il a 15 ans. Et le problème, c'est que c'est là où je retombe sur mes pattes sur le fait que je sois trop vieux, c'est que, outre les moments où, en gros, on a une demi-heure d'action pour une demi-heure d'exposition. Une demi-heure d'action, une demi-heure d'exposition, avec dedans des éléments, mais gros comme des maisons de Pixar, d'humour Disney à la con, de valeurs moraux à la con, qui ne sont pas, pour moi, un mec de 40 balais. C'est parfait pour un mec de 25 ans qu'il faut lui rappeler qu'il faut être bien dans la vie, il faut être droit, on a une parole, enfin blablabla, la famille, blablabla. Enfin, on se croirait avec Vin Diesel. Mais il y a ce côté où en fait on te rappelle les valeurs un peu, tes valeurs bullshit disneyennes qui reviennent. Ah, si, c'est bullshit parce que c'est vraiment avec des violons, avec le côté le papa et la maman. Enfin, tu vois, avec je suis d'accord. les clichés, les valeurs conservatrices américaines. C'est très très conservateur américain. Et en fait, tu sens vraiment qu'il y a 3 réalisateurs parce que tu sens qu'il va dans une direction, puis après on part dans une autre totalement. Et je pense qu'ils se sont séparés les tâches. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence en fait sur l'ensemble du scénario. Et du coup, moi, ça m'a déjà que j'étais très spectateur en fait parce que je sentis dès le début que c'était pas pour moi. Je suis encore plus resté à ma place de spectateur. Et d'ailleurs, le nombre de fois où j'ai fait... Ouais, bien sûr. Vraiment, c'était juste les 2 phonèmes que je faisais tout le temps. C'est... Ah, merde. Encore, putain. Et bon, après, il faut savoir aussi que notre séance, on l'a vu avec une salle blindée de jeunes. Je crois que Lionel et moi étions les plus âgés. Sans déconner. T'as vu que dans les jeunes, on a remonté la moyenne d'âge. Tu mets Morgane dans les jeunes. Bah oui, Morgane, moi, tu me mets dans les vieux. On est un peu plus jeune, un peu plus vieux que Morgane. Je sais pas, vous avez quel âge? 25 ans. 24. J'ai dit que j'étais plus vieux. Plus 15 ans. 29 ans, bientôt 32. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on arrive à une limite de l'exercice
en tant que spectateur, de rentrer en empathie avec les émotions du héros qui est un gamin. Moi, je préfère vraiment... J'étais ado quand on a vu Spider-Man 1 avec Tobey Maguire de Sam Raimi. Voilà, j'étais à fond dedans. Et c'est normal parce que j'étais la cible. Et j'étais et puis à l'époque, c'était nouveau. C'était vraiment le film de super-héros qui envoyait... Qui a tout mis à plat, qui a défini ce qui est le Marvel Universe maintenant. C'est grâce à Sam Raimi. Faut pas l'oublier. Et là, de revoir, en fait, c'est quelque chose pour la nouvelle génération. C'est pour la génération de TikTok. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ciblé pour une audience très particulière. Et c'est peut-être là aussi le plus gros défaut du film, c'est qu'il est pas assez universel et que, dans sa manière d'être construit, d'être réalisé, c'est trop TikTok un peu, quoi. Je pense pas, parce que je pense que le daron qui va amener son gamin de 15 ans, qu'il l'amène là maintenant, enfin, si j'avais eu. Je suis un peu dans la cible du daron qui amène son gamin, en fait. Au final, t'es dans le JBverse, tu veux dire? Ce serait bien, ça. Ce serait assez dingue, le JBverse. Je vous conseille pas. Mais je me mets à la place de si j'avais un gamin de cet âge-là, hop, il est censé aussi m'avoir parce que j'accompagne mon gamin. Et le problème, c'est qu'il revient avec le fameux mème où les Spidey qui se pointent du doigt, avec, tu vois, 2-3 petits clins d'œil qui vont faire me dire en tant que daron, ah oui, c'est quand même bien. C'est quand même sympa, hein, c'est drôle. Et mine de rien, t'as tout l'humour où on se positionne parfois du point de vue des parents, où il y a beaucoup d'humour, entre guillemets, je mets des gros guillemets, parce que du coup, pour les parents. Moi, vous avez rigolé, je tiens à balancer. Ah oui, j'ai rigolé. Parce qu'on est jeunes, nous, JB. Mais c'était pas hyper marrant, mais j'ai rigolé. Alors que la salle était pliée. Ouais, mais ça, il y avait des trucs, même nous, on comprenait pas des fois. La salle était pliée. Non, effectivement. Et la salle a applaudi à tout rompre à la fin. Mais parce que ça leur a parlé, en fait. Mais oui, justement, c'est là où je veux en venir, c'est que, donc c'est pour ça que je ne peux pas le juger, que mon avis de vieux con ne marche pas. Donc c'est parfait, on a regardé un beau spectacle visuellement. Je vais parler comme des vieux. On a vu un beau spectacle, là, c'était bien. Après, bon, c'était pas très intéressant quand même, mais c'était beau. Quand même, je vous trouve dur par rapport au traitement du scénario. Le scénario, je suis désolé, il y a des scènes d'expo tous les 20 minutes, et les scènes d'expo. J'ai remarqué ça aussi pendant, en tout cas, la première heure, il y a beaucoup d'expos pour te rappeler aussi le premier, et c'est un peu, c'est un peu navrant. La première partie, je suis désolé, et je te coupe en plus, je suis encore plus désolé. La première partie, elle ne sert strictement à rien. J'ai l'impression que c'est du remplissage. C'est du greenwashing, enfin du walkwashing pour. Ça, il va pas y revenir. Non, mais dans le sens que, enfin. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas tant. Moi, je l'ai pas perçu comme ça, par exemple. Pour moi, c'était surtout un rappel par rapport au premier film pour essayer d'exposer. Oui, c'est un gros rappel. La suite qui va arriver. Mais en fait, par rapport à ton traitement des personnages dont tu parlais un peu tout à l'heure, par rapport au fait que tu es un peu vieux, par rapport à ça, que tu n'arrives pas forcément à considérer un peu l'histoire, je pense qu'il y a là aussi la réponse facile à dire par rapport à ça, c'est qu'il voit le film sur 2 films. Donc forcément, il traîne peut-être un petit peu les choses, tu vois, au niveau du traitement, au niveau des choses qu'on aurait aimé que ce soit un peu plus approfondi sur certains points. Donc, du coup, le gros défaut de ça, je l'entends, c'est que ça rend les choses un petit peu trop longues pour celui-là. Ouais, mais c'est pas forcément une qualité. Ça aurait pu être condensé un petit peu plus. Ça fait penser à... C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la première demi-heure pour mettre en contexte tout ce qui va se passer dans le reste du film? Je suis pas sûr. Il y a l'intro de Gwen encore qui est sympa, quoi, en fait. Vu qu'elle devient quasi personnage principal. Elle dure longtemps. Mais pareil, les scènes où ils se retrouvent, désolé, ce n'est pas un spoiler, ils se retrouvent, les poursuites dans les airs, ça prend des plombs. Ouais, ça reste 5 minutes de poursuite pour discuter et tout machin. Vous voulez pas vous poser, en fait, juste et discuter comme 2 adultes, comme 2 gens normaux, quand ils se posent, ils peuvent pas le faire normalement, il faut qu'ils se mettent à l'envers. Voilà. Mais du coup, ça amène vraiment une belle scène, vraiment une super scène visuellement, mais qui au final j'en ressors rien de l'émotion. Alors non, ça je peux comprendre. Autant tu parlais de la Rolls-Royce de l'animation qui est Miyazaki, ou aller sur un Satoshi Kon où c'est vraiment une animation complètement folle et déjantée, ou justement qui date maintenant du coup, qui est animation plutôt 2D et japonaise à l'ancienne, on va dire, entre guillemets. Non, on est assez vieux pour dire à l'ancienne. Ou les Ghost in the Shell, mais il y avait au moins quelque chose, il y a une émotion, où il y a une empathie, même si ce sont des personnages animés, et que moi qui n'aime pas vraiment l'animation, je suis entré en empathie avec eux. Là, à Morales, j'ai eu 0 empathie, il n'y a aucun personnage sur lequel je me suis rapproché. Ça reste du Marvel, ça reste du film de super-héros, tu peux pas... faut que ça avance, faut que ça bouge. Faut que ça bouge, tu peux pas non plus t'identifier aux super-héros parce que c'est pas des gens normaux.
Donc encore une fois, je pense que le principal problème du film, c'est de nous parler. C'est que t'es vieux. C'est de nous parler qu'effectivement à une partie de spectateurs qui kiffent ce genre de film. Et c'est bien pour justement revenir sur des messages universels de bienveillance. C'est parfait. Ouais, mais vous voyez, moi je repensais à ça par rapport aux valeurs que vous exprimez par rapport à ce film qui sont censées être dégagées par le personnage principal, le Morales. Je viens de dire une phrase super longue qui n'a pas de. L'équivalent de la première heure du film. Tu peux continuer. C'est. Non, je trouve en même temps, toutes ces valeurs, elles sont pas forcément représentées parce qu'on sait pas très bien où est-ce qu'il va ce film en fait. Non. Je vais pas rentrer dans le spoiler, mais il t'emmène dans des directions où tu penses effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce faux ami en fait qui va rejoindre Morales et Gwen Stefani. Enfin, du moins, eux vont les rejoindre. Gwen Stefani. Gwen Stefani, c'est la chanteuse. C'est la chanteuse de No Doubt. Don't speak. Toutes mes excuses. Putain, j'ai perdu le fil du coup. Gwen Stefani, comment j'ai pu penser à elle Tu parlais de Morales et de. Non, et que du coup, en fait, il y a des choix qui sont pris par nos personnages principaux qui iraient pas forcément dans le sens où on pourrait le croire, puisqu'on est face à des centaines, des milliers d'héros en fait. C'est que des gens qui veulent faire le bien. Non, mais attends. Je trouve qu'il y a des petites choses intéressantes à traiter en fait. Son parcours est hyper cliché. Hyper cliché. Mais je reviens par rapport à ce dont tu parlais, si on va sur des générations plus jeunes, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est assez intéressant ce qu'ils essaient de dégager. Mais peut-être qu'ils ont peut-être pas assez justement toutes les références culturelles, les références cinématographiques par rapport à ça. Et du coup, c'est bien de le ramener. Justement, c'est bien pour les nouvelles générations. Non, c'est un film. Moi, ça me fait penser effectivement la quête du héros fait quand même penser un petit peu à un shonen. Même si les shonen dans la culture japonaise, c'est souvent des héros qui partent de rien. Ou qui sont même pas héros ou qui ont même pas de super pouvoir à la base. Là, Miles Morales, il part déjà avec un putain d'avantage. Mais il se construit sa propre histoire quelque part. Alors oui, après encore une fois, c'est cliché, mais parce que comme dans un shonen, il perd son identité en fait. C'est inhérent au style de film et en tout cas au style que le film veut être. Donc voilà, je pense qu'il faut. Si vous voulez aller voir Spider-Man, il faut vous poser la question de savoir est-ce que vous aimez bien les films d'animation ? Oui. Est-ce que vous aimez bien les films de super-héros ? Oui. Allez-y. Il y a un contrat. Effectivement, tu signes un contrat quand tu vas voir ce film. Je pense qu'il faut. C'est exactement ça. C'est le contrat, effectivement, où tu dois cocher des cases. Bien sûr. Et il le remplissent très bien. Et surtout quand tu as vu le premier, parce que le premier, c'était un petit peu la surprise. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu se dire, ouais, non, moi, j'aime bien les films de super-héros, mais par contre, les films d'animation, allez, je vais quand même lui donner la chance. Et puis, compris une claque, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas mal, tu vois. Gros, et je pense que c'est aussi ces gens-là que le deuxième va chercher. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, c'est un style de film très particulier. Vous aimez pas. Faites votre avis, allez le voir. Faites-vous votre propre avis. C'est genre de film qu'il faut. Mais oui, ça se regarde quand t'aimes bien, ne serait-ce que l'univers Marvel, les Spider-Man, ça se regarde très bien, quoi. Il y a des références. Là encore, il y a aussi des petites références justement. Malgré ses défauts, parce que oui, le film a effectivement aussi ses défauts. On a dit peut-être un petit peu trop long, ça va trop. Enfin, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est très paradoxal puisque. On a cette sensation de longueur alors que le film, quand il part, à la fin, il part à 1000 à l'heure. Donc t'es là, tu fais bon, attends, je trouve ça un petit peu long, mais en même temps, c'est bien. Mais c'est parce que le niveau d'intensité, et c'est soit à fond, c'est ça. soit hyper calme. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Non. Ça fait partie des défauts du film. Ouais. Ça fait partie des défauts du film, ça, et puis les messages classiques qu'on retrouve dans les films de super-héros, d'autant plus valeurs familiales, pixarien à crever. Mais alors en plus avec un héros comme Spider-Man qui est vraiment tout le monde peut être Spider-Man, tu vois. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un côté très ratatouille, tout le monde peut être Spider-Man. C'est ça. Qui est intéressant, qui est très intéressant. Mais parfois qui est pas assez exploité. On va y revenir parce que j'imagine on va passer à la partie spoiler, mais on va y arriver maintenant. Mais Lionel a dit un truc tout à l'heure qui est assez vrai et dont on va discuter tout de suite. Ok. Alors comme ça, je lance un peu la partie spoiler. Je vous invite alors à passer à la partie avec spoiler. Jingle. J'ai pas porté mon totem. Spider-Man. Si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Drop what you're doing and stop Spider-Man. You? Wait, you? Miles Morales. He's entering Sector 4. Do I
That web on my face, what's the deal? Miles! He's right there! He's right there! Turn around! I don't see anything, boss. This ain't get any damn weirder? I guess it can. And then I looked at my uncle and... Let me guess. He died? Et nous voilà dans la partie avec spoiler. Alors, Morgane, tu disais... Putain, ils ont tué Iron Man. Connard. Tu disais... Non, je disais ce que disait Lionel tout à l'heure, c'était très intéressant dans le sens où il y a quand même une question un petit peu philosophique. Ça reste léger, mais... Ouais, ça reste léger, bien sûr. Le dilemme auquel Miles Morales fait face, c'est finalement ce sur quoi tu construis le film maintenant, à l'heure actuelle, et la suite, quoi. Tu lances déjà le débat de est-ce que finalement je dois laisser le destin être le destin, ou est-ce que je peux avoir ma propre histoire et faire un petit peu ce que je veux. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je parlais des shonen, puisque c'est un peu son combat, Miles Morales, c'est de s'affirmer. Il a 15 ans, il en a marre qu'on le traite d'enfant. C'est même signalé par lui-même au début du film en disant qu'il avait grandi, qu'il avait pris du muscle, etc. Et qu'il n'était plus le gamin qu'on voyait dans le premier. Et il répète qu'arrêtez de faire ça, arrêtez de nous parler comme ça. Le côté, finalement, son aventure à lui et sa quête personnelle d'affirmation à travers toutes les épreuves qui lui sont présentées est intéressante, surtout quand tu la mets en perspective avec ce qu'on essaye de lui faire croire, en tout cas de ce qu'on essaye de lui dire quand il arrive effectivement dans cette société, cette Spider-société, parce qu'on découvre effectivement que, un peu à la Rick et Morty pour ce film. Ça m'a fait pompé à Rick et Morty. Ça m'a fait penser à Rick et Morty 5000. La tâche avec tous ces trous-là, c'est clair qu'il y a aussi... C'est Rohrbach surtout, dans le Watchmen. Ah ouais. Donc voilà, il y a des inspirations, mais voilà, il arrive dans une société où tous les gens pensent que il faut faire confiance au Spider-Verse et que tout est calculé, et que même Miles Morales, il doit passer par des épreuves difficiles pour devenir l'homme qu'il a envie de devenir. Lui il dit non, fuck it, quoi, tu vois, genre moi je vais faire ma propre histoire, et puis tu trouves pas que c'est un peu cliché? Exact. C'est très cliché dans le sens que dans ce cas-là, ça veut dire c'est horrible pour les. En fait, c'est ça le problème, c'est que soit il y a une espèce d'individualisation par rapport à Morales où il est unique, et il y a la masse des autres Spidey. C'est un peu le problème de Harry Potter à Poudlard, où en fait tout est Harry Potter centré. Ici, tout est Morales centré. Non, justement, je ne trouve pas, parce que la fin du film, où on découvre très clairement que du coup, Miles, pour stopper le grand méchant qui est devenu le petit méchant, puis le moyen méchant, puis le grand méchant au fur et à mesure du film, pour stopper le grand méchant, il est obligé de retourner dans son univers, mais il tombe pas dans le bon univers. Parce que oui, il a été mordu. Voilà. Mais c'est ça aussi, philosophiquement, qui est très intéressant. Parce qu'on va répéter. Et c'est effectivement cette histoire qu'il devient Miles Morales, parce que l'araignée qui l'a mordu, on connaît tous l'histoire de Spider-Man qui devient Spider-Man parce qu'il est mordu par une araignée, mais en fait, l'araignée qui l'a mordu, lui, ne vient pas de son univers. Elle vient d'un univers parallèle. Numéro 42. Du coup, lui, en fait, se fie à ça, en fait. Voilà. Et donc, du coup, il a la génétique de l'araignée de la Terre 42, et dans leur système de transport qu'il y a dans la Spider Society, il est envoyé finalement dans la Terre 42. Et moi, c'est là, pour moi, le film, il s'est arrêté à ce moment-là, puisque je savais qu'on était à peu près à plus de 2 heures du film. Et à partir du moment où il repart dans la Terre 42, je me suis dit, ok, on n'aura pas du tout la fin du film. Et on a cliffhanger. On va donc pas avoir le fin mot de cette histoire. Qui pose 2 problèmes. Et qui pose déjà, je trouve, un problème philosophique. Alors, est-ce que ce serait pas le titre, le fin mot de cette histoire? Je trouve qu'il y a 2 problèmes philosophiques. Il y a un problème philosophique déjà de 1 qui est sur alors on va revenir sur la morsure de l'araignée numéro 42 qui vient donc dans le monde de Morales. Dans ce monde-là, il y a le Spider-Man Peter Parker, il est mort. Oui. Il s'est fait tuer par je ne sais plus quoi, une espèce de. Je crois pas que ce soit explicité. Si c'est dans le 1, je crois que c'est un espèce de méchant. Dans le 1, le Spider-Man meurt, effectivement, je ne sais plus comment non plus. Qui ressemble au méchant de Moi moche et méchant. Et donc, du coup, il remplace Spider-Man. Mais, du coup, ça veut dire que donc, dans l'univers 42, à ce moment-là, il n'y a pas de Spider-Man. Non. Ok, donc le numéro 42, et elle est dans la version, je sais pas, 1606, je crois.
De mémoire. Mais tout le speech du faux allié, donc c'est-à-dire du chef de tous les Spider-Man, dit que chaque Spider-Man a une destinée. C'est-à-dire que par rapport à cette destinée, si cette destinée ne s'accomplit pas, c'est-à-dire la mort de l'oncle Ben, par exemple. Enfin, c'est exactement ça la destinée. Donc ils doivent subir un décès d'un proche. Pour Gwen Stacy, ça va être son père. Ouais. Pour Spider-Man, pour Peter Parker, c'est l'oncle Ben. Là, vu qu'il est hors timeline, en fait, au final, tout l'argument du faux allié ne fonctionne pas. Bah si, parce que c'est... Bah non, parce que justement, il est vu que dans l'univers 1606 où il est, Miles Morales, Spider-Man a lui connu son trauma. Oui. Il a la mort de son Ben, mais par contre, comme il n'y a pas dans l'univers 42 de Spider-Man, ça ne déplace pas à l'autre univers. Ah, peut-être pas, mais en tout cas... Donc, ça... dans le maillage, le maillage, en fait, vu qu'il n'a pas Spider-Man qui n'est pas dans un côté dans l'univers 42, ok, il y a le père qui est mort, justement. D'ailleurs, il y a le père de Miles Morales qui est mort, lui. Dans l'univers 1606, vu que Peter Parker existe déjà et qu'il est mort, donc il n'y aura plus jamais de Spider-Man officiellement. Bah si, parce qu'il devient quand même Spider-Man par la morsure d'un monde où il n'y a pas de Spider-Man. Ouais, mais donc du coup, c'est bizarre, parce que du coup, ça veut dire que puisque tu deviens Spider-Man, t'as forcément une destinée qui s'applique. Bah oui, c'est ça, parce que tu fais partie du Spider-Verse, et finalement, c'est ça tout l'enjeu, c'est que c'est lui la première anomalie. La première anomalie, c'est qu'effectivement, l'araignée est allée mordre un mec qui n'est pas sur la Terre, sur la bonne Terre, et donc du coup, c'est ça qui dérègle finalement le canevas dans sa globalité. C'est ça. Donc le canevas est déjà déréglé. En fait, donc ça sert à rien que son père vive ou meure, en fait, au final. Bah si, parce que il devient quand même, malgré ça, il devient quand même Spider-Man. Oui, donc du coup, ça veut dire que Spider-Man a une importance phénoménale sur le tissu temporel. Oui, mais c'est encore une fois, il faut prendre ça dans la globalité de ce qu'est le Spider-Verse. En fait, je crois qu'il faut faire la différence entre le multivers et le Spider-Verse. Donc c'est une branche particulière. Donc en fait, pour que tous les excuse-moi. Parce que moi, tel que j'ai compris le film, même s'il y a des références à ce qu'on a pu voir dans d'autres films Spider-Man, dans d'autres, mais je ne crois pas avoir vu de grosses références Marvel. Donc c'est pas un film pour moi qui est canon par rapport à ce que Marvel est en train de faire avec les multivers. Non, pas du tout. C'est pas du tout canon. Donc là, ça reste dans le Spider-Verse. Et dans le Spider-Verse, Miles Morales, même si sur sa Terre, il y a déjà eu un Peter Parker qui est décédé, qui est mort, etc. Et qui a accompli aussi la destinée de son oncle Ben qui est mort aussi. Voilà, c'est ça. Donc il lui est arrivé ce moment dramatique qui le forge finalement, qui lui fait devenir le super-héros qu'il est censé devenir. Mais ça se transfère quand même malgré tout à Miles Morales. Il doit en passer par là parce que intrinsèquement, même s'il n'est pas prévu pour être Spider-Man, il est Spider-Man. Et d'autant plus que sur la Terre, d'où il est censé venir, d'où l'araignée est censée venir, il n'y a pas de Peter Parker, donc il n'y a pas eu cette malédiction, donc il n'y a pas eu ce truc, et c'est ça qui fait que tout est une anomalie. Même si le père de Miles Morales est mort dans la Terre 42. Voilà, mais ça pourrait être dû à n'importe quoi. On ne sait pas si... en tout cas, Miles Morales n'était pas prévu pour être Spider-Man sur la Terre 42. Après, quand on connaît un petit peu la mythologie autour de Spider-Man, Miles Morales, c'est un personnage qui existe depuis longtemps, qui a été créé, je crois, au début des années 2000. Si je dis pas de bêtises, après tu me corrigeras dans le prochain podcast, mais voilà, on sait que c'est un personnage important de l'univers Spider-Man, donc même si effectivement là-bas c'est pas lui qui est prévu, on sait que Miles Morales est là pour être Spider-Man d'une manière ou d'une autre. Donc ça, pour moi, ça m'a pas gêné, j'ai pas trouvé ça déconnant. Non, j'ai pas trouvé ça déconnant. Donc voilà. Après, il faut, ça demande un petit peu de connaissance, je pense, de l'univers Spider-Man, du concept des multivers, de qui est Morales, de qu'est-ce que finalement la différence entre le multiverse et le Spider-Verse, parce que moi j'attendais justement d'avoir une petite référence à Tom Holland. J'attendais, tu vois, je me suis dit là, je pense que les gens ils vont partir en cacahuète et tout. Je crois qu'on l'aperçoit vite fait. Sérieux sur un flashback, sur un flashback, à un moment il y a des espèces de photos qui sont intégrées et on le voit mais hyper rapidement. Donc c'est le seul point finalement de rattachement que t'as avec le MCU. Mais je pense aussi qu'ils vont profiter de ce film-là pour certainement introduire le personnage de Miles Morales plus facilement dans les prochains... parce que c'est prévu que dans le Spider-Man 4, le personnage de Miles Morales arrive. Mais ça sent il y a un live action qui est prévu.
Ouais. Tu sens la préparation. Tu sens... oui, non, mais ils sont. C'est pas pour rien qu'il y a Donald Glover qui a l'apparence dedans. Ça, donc, il prépare. D'ailleurs, la salle a réagi à fond sur Donald Glover, ça m'a fait vraiment bizarre. Alors il est connu chez les jeunes. Hein. Ouais, il est très connu. Faut se mettre à la page, JB. Hein. Oui, mais j'adore. Mais je pense qu'il est plus connu en tant que Zikos qu'en tant qu'acteur, peut-être. Oui. Ah, quoi que non. Après, il a quand même joué dans Han Solo, il joue dans Atlanta aussi. Non, la série, je pense que la série Atlanta doit y faire beaucoup. Plus que Community, pour lui. Oui, parce que nous, c'est Community qu'on l'a connu. Il a quand même 2-3 tubes. Ah ouais, je savais pas du tout. J'avais des chambines de This is America. Ah oui, si, This is America, c'est vrai. Mais même avant. Donc, non, pour moi, les concepts philosophiques du film sont assez bien traités. Et finalement, la quête personnelle de Miles Morales, justement, de un peu seul contre tout, c'est moi qui vais contrôler ma destinée. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au shonen, à un One Piece ou à un My Hero Academia ou un truc comme ça, quoi. Moi, ça me fait penser à Harry Potter. C'est le côté Harry Potter centré. C'est le côté que tout se met par rapport à lui. Bon, ok, tu vas me dire, ok, c'est l'anomalie, mais qui a un côté. Et on va pas se mentir, c'est la marque aussi. Hein, Miles Morales, il fait partie de la marque Spider-Man. Il y a Peter Parker et Miles Morales. C'est les deux Spider-Man que la plupart des gens connaissent. Donc évidemment que le film doit tourner un petit peu autour de lui. Moi, je suis pas forcément hypé par cette suite Beyond the Spider-Verse, mais ça m'intéresse de voir un petit peu comment est-ce qu'au niveau de l'histoire ça va tourner, comment est-ce qu'il va s'en sortir et comment est-ce que ça va peut être intégré potentiellement au Marvel Cinematic Universe, même si là pour le coup j'ai un peu rien à foutre de Marvel. Parce que c'est l'idée au final normalement. Oui, je pense que sachant que c'est expliqué dès le départ que de toute façon c'est un film Sony en partenariat avec Marvel. Marvel appartient à Disney, donc à un moment je me doute bien que Marvel va se servir du succès. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à 2025? Non, c'est en fait tant qu'il y a un. Parce que là, les Spider-Man ils sortent avant 2025. Non, mais ils ont l'histoire de le partenariat à la durée, je crois qu'il n'y a plus entre Sony et Marvel. Maintenant, je crois que. Avant, il fallait qu'ils fassent un Spider-Man tous les X ans, c'est pour ça qu'il a fait Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield pour pas perdre la licence. Non, je crois qu'il y a un petit accord tacite. Et puis de toute façon, même s'il n'y a plus d'accord avec l'histoire des multiverses, ils trouveront toujours un moyen de potentiellement effacer Spider-Man. En fait, la fin de No Way Home, justement, c'était en partie pour prévenir le fait que potentiellement le deal entre Sony et Marvel pouvait s'arrêter. Du coup, plus personne se souvient de Spider-Man, il peut arrêter, et puis ils le font revenir quand ils ont envie. Mais en fait, c'est pas ça qui va se passer. Il va réintégrer, en tout cas il va continuer d'être là, ce qui rend la fin de No Way Home pour le coup encore plus moisi que de base. Le point No Way Home. Voilà. Bref, on en parlait à la fin du film. Moi, le maître étalon Spider-Man No Way Home, voilà. Celui qu'on a vu ce soir, il est 100 fois mieux que No Way Home parce que il rejoint les étoiles. Au moins, il est plus beau. Au moins, ne serait-ce que. Il y a un parti, il y a quelque chose d'intelligent qui est lancé par rapport. Ne serait-ce que visuellement, le film est intéressant. Ouais. Donc, rien que pour ça, moi, ça va. Non, et puis il y a quelques idées que j'ai trouvées plus ou moins intéressantes à être abordées. C'était. Lesquelles, par exemple? Par exemple, l'idée, justement, ça en revient un petit peu à ce dont vous parliez, les choix que doit faire Miles Morales. Toute cette scène, effectivement, où il y a le Spider-Man, donc c'est 2099, celui qui est joué par Oscar Isaac. Là, le faux allié en fait. Ah oui, Ronan O'Gara ou c'est Oscar Isaac qui fait la voix. Ouais, c'est Oscar Isaac. Et en fait, lui, quand il expose en fait effectivement qu'il ne peut pas en fait faire ce qu'il veut, qu'il doit suivre en fait un schéma, une destinée, et que tu revois tous les différents schémas des différents Spider-Verse et tout ça. Je trouve ça plus ou moins intéressant parce que même toi en fait, ça te confronte à l'idée que n'empêche nos héros. Tous ces gens-là que l'on lit depuis des années, les Spider-Man, on est dans un canevas en fait de leur histoire. Ils ont leur truc, tu vois, c'est comme le Batman qui perd ses parents, tu vois. On aurait du mal à accepter un Batman. Pourquoi est-ce qu'il devient Batman si ses parents meurent pas, tu vois. Spider-Man, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il fait tous ces choix? Il y a un sens. Et là, en fait, limite, t'aurais envie de faire le bon choix. Parce qu'eux t'expliquent aussi que c'est les bons, enfin tous les autres Spider-Man, et qu'il faut laisser en fait la timeline se passer comme ça. Il faut que ces choses-là arrivent. Et ça, même toi, en fait, du coup, ça devrait te réconforter dans ton idée. Ben oui, en fait, mes doudous, mes nostalgies, t'y touchent pas. On continue l'histoire comme elle doit se passer. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, justement,
est-ce qu'on n'irait pas casser en fait ces codes ? C'est un peu ce que te montre le truc. Bah, c'est ce que va faire DC Universe avec The Flash, c'est-à-dire que là ils vont introduire The Flash qui va avec casser la barrière temporelle. Donc du coup tu vas te retrouver avec le Batman Michael Keaton. Mais pour moi ça c'est des simplicités scénaristiques. Tu vas devoir faire ça comme ça pour pouvoir justement tout aplatir. Là dans Spider-Man Across Universe, excuse-moi c'est vrai que je t'ai coupé, mais pour moi c'est plus subtilement amené parce c'est plutôt on va suivre en fait l'histoire comme elle doit se dérouler, alors que dans les Flash tu sens que on n'a plus rien à dire, allez hop on va tout rebooter et on va refaire une nouvelle. C'est pareil pour les Spider-Man, je veux dire, c'est quand t'as la fin de Tobey Maguire, excuse-nous. Oui, excuse-moi, je suis désolé. Alors vas-y. Non, je disais que rien ne te dit que finalement dans le 3 dans le troisième Spider-Man qui va sortir début d'année prochaine ou fin d'année prochaine, je sais plus, rien ne te dit que finalement il va laisser passer ce qui doit se passer parce que exact, ça se trouve je me plante effectivement. Il y a pas le choix quoi, tu vois. Donc en fait pour l'instant ça on le sait pas. Mais après effectivement là tu parlais de facilité scénaristique, non c'est pas des facilités scénaristiques, c'est des scénarios qui existent déjà en fait. C'est des scénarios qui ont déjà été réfléchis, qui ont déjà utilisés dans les comics. Ils ne font que se resservir de plotline, d'intrigues qui ont déjà été éprouvées quelque part. Mais est-ce que dans les comics c'était pas déjà des facilités scénaristiques? Non, parce que Morales justement, Morales en est la preuve que dans les comics ils se renouvellent. Ils essaient des nouvelles choses, tout comme dans Batman. On a Dark Knight de Miller avec un Batman vieux, on a le Batman Beyond, on a plein de choses différentes. T'as même des versions de JB. Non mais après le problème c'est que je mets une différence entre le comics et les univers cinéma. Le problème c'est qu'il y a eu Tobey Maguire en premier Spider-Man, après il y a eu Andrew Garfield et après il y a eu Tom Holland. Le problème c'est que en fait Marvel essaie de rassembler le tout et Sony pour essayer de contenter tout le monde. Et donc, du coup, il y a cet aspect commercial à la con, je trouve, qui implique une scénarisation à outrance de tout ça. Pour dire, en fait, c'est des univers différents. Mais il y a une pauvreté mais scénaristique, mais de base. Et après, au final, on se retrouve avec Morales et le Spider-Verse, c'est bien d'avoir justement de le mettre en plus, on donne sa chance avec un anime, ce qui est hyper intelligent. Pour pas recaster de nouveaux acteurs, pour reconfuser, on apporte un nouveau style graphique. Mais là, on essaie de reprendre les choses et de les remettre ensemble, de les emboîter. On a des moments, on a un passage, on a un caméo de Andrew Garfield qui est dans ce film-là. Merde, quoi. Je suis désolé, mais il n'y a plus de cohérence. Moi, ça me fait chier le fait qu'il y a eu... Ok, il y a 3 Spider-Man différents, mais je m'en fous, parce que chaque fois, c'est des timelines différentes. Je m'en fous que ce soit des univers différents, qu'au final, on te justifie. Ah ben en fait, du coup, on peut réunir tous. C'est No Way Home. No Way Home. Ah oui, c'est le concept des Spider-Verse. Hein, mais encore une fois... c'est une connerie. Alors que, justement, Morales... Non, justement, je suis pas d'accord parce que c'est comme ça que, déjà, de base, les scénarios ont été écrits. Oui, parce qu'à un moment, tu peux pas non plus rester dans un univers où t'as un super-héros, t'as des... Mais Morales, c'est quoi sa timeline ? Enfin, la création de Morales. Je suis désolé, je ne connais pas la création en comics de Morales. En comics, je crois qu'il prend un petit peu plus ou moins la relève de Peter Parker dans une version de... Oui, il prend la relève. C'est pas un univers différent. Mais encore une fois, pas dans Sliders avec un univers parallèle. Rien ne te dit que dans les autres univers qu'on t'a montré là où il y a d'autres Spider-Man, des autres versions de Miles Morales n'existent pas. Oui, mais le rien me dit... C'est toujours cette justification scénaristique et narrative que on va faire une autre histoire, c'est une autre terre. C'est une justification, mais en même temps ça permet un peu d'unifier, parce que t'as aussi le risque de te dire que moi je suis certain par exemple que le dernier Batman ou le dernier Joker qui sont sortis du côté de DC ont un peu perturbé les gens, parce que si t'es pas un fan de DC et que tu comprends pas qu'effectivement que ce sont des héros qui ont leur propre... En fait, ça permet de justifier l'histoire d'un film, mais ça permet aussi de justifier l'histoire d'autres films. Ça permet de justifier, par exemple, que ce concept des multivers, dans DC, t'as un film où t'as un univers où il y a un Joker, mais t'as pas encore vu Batman, où tu sais pas si Batman existe, mais le Joker, il est là. Mais là, c'était con. Pour le Joker, c'est con parce que Joker et Batman sont liés. Mais non, moi justement, c'est là où justement je pense que c'est aussi en fonction de comment ça peut être utilisé que ça peut se justifier. Moi, j'ai pas trouvé que le Joker, c'est le fait qu'on n'ait pas Batman. On a des références à la famille Wayne, mais il y a pas de Batman. Mais pour moi, c'est pas dommageable, justement. Ça crée aussi pour le coup son propre univers.
ça devient aussi son propre film. Et il n'a pas besoin d'être rattaché à un univers de Batman, etc., pour exister. Et dans ce que je dis, je comprends, toi, ta vision des choses quand tu dis, ouais, à un moment, tu vois, genre, on essaie de tout uniformiser, etc. Alors oui, je l'entends, mais ils ne font se servir que d'une base qui est déjà écrite, qui est déjà existante. Avec le comics, qui est foisonnante. Mais voilà, après, c'est l'histoire des comics. Quand tu suis ou quand tu connais un petit peu les gros arcs narratifs que tu peux trouver chez Marvel avec les X-Men, avec les Avengers, etc. On arrive à des guerres entre des versions de Captain America, des versions d'Iron Man, etc. Ça fait partie de cet univers et malheureusement oui. Il fallait un moment russe. Alors peut-être que Marvel ou Sony ne font pas les choses bien pour se renouveler, ou en tout cas ils n'exploitent pas assez le concept du multiverse. On en avait déjà discuté en plus dans le podcast sur Everything Everywhere, où justement là le concept des multiverses est bien amené, est bien justifié. Moi je trouve pas que là dans ce Spider-Man là ce ne soit pas justifié. Pour moi c'est justifié. Il fallait de toute façon, de par ce qui se passe dans le premier, il fallait expliquer pourquoi on avait autant de versions de Spider-Man qui pouvaient exister. Ouais, mais du coup, c'est là où tu vois, Rick et Morty arrivent à le gérer d'une façon merveilleuse et fantastique. Ici, dès que tu arrives dans le HQ du Spider-Verse, à Spidey Town, mon Dieu, que c'est juste pour placer des clins d'œil, faire bah tiens, il y a un Spider-Man qui ressemble au chanteur de Block Party, avec un petit côté de Prodigy. C'est chouette, c'est rigolo. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait pas comparer des pommes et des poires. Bah c'est pareil en fait. Tu peux pas comparer Rick et Morty et non, bien sûr, Spider-Man. Voilà. Encore très bien ce que tu viens de dire. Encore une fois, en fait, il faut juste recentrer le débat en se disant voilà, à qui ce film doit parler. Voilà. Exact. Il y a le contrat. En fait, c'est ça. C'est est-ce que tu signes le contrat ou pas. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, il y a des facilités scénaristiques, il y a des justifications qui peuvent se tenir ou pas. Moi, je trouve que dans l'ensemble, ça se tient. Après, j'entends aussi les arguments des autres, mais voilà. C'est pas forcément des facilités scénaristiques dans le sens où, pour moi, c'est du matériau qu'il faut utiliser, en fait. Et après, est-ce qu'ils le font bien ou pas? Ça reste à juger, mais je reviens sur Batman, sur Dark Knight, où il y a plusieurs Robins, par exemple. Ouais. À chaque fois, il y a la mort du Robin, il en récupère des autres. Dans Dark Knight, c'est un vieux Batman, et là, c'est bien justifié. Parce que les personnages sont morts. Alors là, moi, je trouve que il y a une non, parce que encore une fois, t'as le même mais non, concept. parce qu'à chaque fois, t'as le même concept chez DC. Il y a des versions de Batman qui existent où c'est même pas Bruce Wayne, c'est son père en fait. C'est son père qui est Batman. Exact. Parce que en fait, à l'accident, à la fin, l'attaque à la sortie. Oui, mais ça c'est une autre version. Oui, mais c'est pas notre univers. Oui, si, c'est un autre univers. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, Flashpoint, l'arc narratif de Flash, qu'on va découvrir un petit peu, le grand public va un peu découvrir ça avec le film The Flash, c'est ça qui amène finalement ce concept des multivers, et c'est ça aussi qui va permettre à DC d'unifier un petit peu tout son bordel entre les séries qu'il y a eu sur la Warner Bros, tu vois, genre Gotham, pareil, The Flash, etc. En fait, c'est du matériau qu'ils vont pouvoir réutiliser, qu'ils vont pouvoir recaser dans des films. Ils vont faire exactement la même chose qu'avec Marvel parce que ça va justifier. Et là, le Flash, ils vont le justifier. On a un personnage qui vient de je sais plus quelle terre, et puis il découvre en fait en voyageant dans le temps qu'il arrive dans une autre dimension ou une autre version de l'univers où là en fait le Batman c'est Michael Keaton. On n'imaginait pas il y a encore 10 ans qu'on allait pouvoir voir Michael Keaton dans un film DCU. Donc à partir du moment où ils vont franchir cette barrière, c'est open bar. On l'aurait pu voir en Batman vieux. Voilà. Là, mais ce serait trop bien. Ce serait trop bien qu'ils fassent un Batman Beyond par exemple. Batman Beyond c'est Bruce Wayne qui a je sais plus 80 balais et qui est vraiment sur la fin, qui fait encore 2-3 interventions quand c'est limite, mais il ressort, il est cassé, etc. Et en fait, il passe le flambeau à un jeune avec une tête brûlée de dingue, et voilà, il y a un nouveau Batman qui arrive, quoi. Tu sais qu'il y avait des rumeurs à l'époque pour qu'il fasse justement un vieux Batman avec Clint Eastwood. Ah bah ça aurait été trop classe. Là, dis-toi quand même, ils font quand même le film c'est The Flash, mais on va beaucoup voir Batman, d'après ce que j'ai entendu dire. Et ils font quand même un Batman avec Michael Keaton qui a 70 balais, quoi.
Et du coup, ça rend le film des fois pas super crédible parce que tu sais que Michael Keaton, il est plus tout jeune et que faire les trucs qu'il va te faire dans le film, tu vas dire, ouf, bah, hein, 70 balais, je veux bien être dans la même forme que lui, même si j'ai un super costume. Faut imaginer qu'à l'époque, il pouvait pas tourner la tête, Michael Keaton, quand il était jeune. Oui, donc vrai, là, maintenant, j'imagine même pas. Quoique les costumes sont mieux, forcément. Bah, c'est pour ça que dans la bande-annonce, vous étiez pas là quand ils ont passé la bande-annonce. Non, dans la bande-annonce, on voit la Batcave de Michael Keaton qui s'allume avec ses différents costumes et qu'on va comprendre, on va t'expliquer, comme on t'explique finalement dans les Batman de Nolan. Dans le premier, finalement, il peut pas super bien tourner la tête. Il y a que dans le 2 où ça commence un petit peu. Lucius Fox, il vient voir Bruce Wayne, il lui dit, écoute, j'ai modifié un peu ton costume, tu vas pouvoir tourner la tête, c'est cool, quoi. Par contre, messieurs, moi, je rebondis sur tout ce que vous venez de dire et c'était très intéressant, mais au final, moi, quand même, là où vous êtes partis, vous avez commencé sur Marvel pour arriver sur DC, et en fait, je trouve ça un peu dommage, mais c'est le même trame. En fait, ils utilisent le même outils scénaristiques qui sont les multivers, en fait. Tu vois, on a quand même deux grosses marques, DC et Marvel, et au lieu d'essayer de se différencier en faisant quelque chose de différent, tu vois, limite dans les Marvel, à un moment où il y avait les Eternals avec tous les créateurs et tout ça, tous ceux, les démolisseurs de monde, limite, je me dis, cet arc-là aurait pu être super sympa, en fait, aller sur la création et tout ça. Et en fait, tout le monde fonce dans le multivers. Parce qu'ils peuvent pas faire autrement, en fait, parce qu'à un moment, il faut justifier, et c'est la même chose qui s'est passée avec les comics. C'est une porte ouverte c'est une porte ouverte où on s'engouffre. Et on est obligé de reparler de là, tout le monde y va. Everything Everywhere, qui, ok, alors il n'a pas le problème d'avoir 1 milliard d'histoires et 1 milliard de comics en référence et de background pour pouvoir justifier les choses. Mais du coup, cette porte, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte. Monsieur, c'est la boîte de Pandore ouverte qui part dans tous les sens. C'est ça le problème. Mais oui, c'est ça. Libre aussi aux réalisateurs qui seront à charge des prochains films Marvel ou DC de bien utiliser ce concept des multiverses. Je reste persuadé que t'as pas besoin d'utiliser le multiverse dans ton film pour le rendre bien, mais par contre, ça peut le rendre crédible dans un univers plus global parce que bah, du coup, c'est DC et que tu peux justifier qu'en fait, bah, l'action qui se passe dans Joker, c'est juste un truc qui se passe dans un autre univers. Tout le monde a compris le concept des multiverses. Bah, cette version du Joker, c'est une version du Joker peut-être où il n'y a pas de Batman, mais au moins celui-là, il existe, il est là, et ça peut faire un bon film. Moi, je préfère être optimiste par rapport à ça, même si avec les derniers Marvel qu'on a eus, il y a moyen d'être plutôt pessimiste. Le problème, c'est que le tire-lait sur lequel on est, bah, on tire vraiment tout le lait, quoi. On est dans une société capitaliste, donc moi j'attends le film où ils vont nous annoncer tous les Jokers dans le même film, tu vois. Non, ça, donc, je pense que voilà, ils vont. À mon avis, ils vont essayer de le faire tant que Jack Nicholson est encore vivant. Ils doivent préparer le terrain, mais on aura peut-être 2-3 Jokers. Voilà, on aura. Il y a ça en préparation ? Non, parce que déjà, c'est des trucs qui doivent tourner. Déjà, James Gunn avait déjà annoncé quand il a récupéré la dette de DC. On lui avait posé la question, et quoi alors dans une rencontre entre le Marvel et le DC Universe ? Et lui-même n'avait pas dit non. Bah non, c'est des choses qui sont déjà pensées en fait dans les bureaux d'écriture, tu vois, dans les salles d'écriture, c'est déjà des choses qui sont dans les réflexions de croiser les. C'est quelque chose qui pourra justifier parce qu'ils vont inventer un univers où les deux types de super-héros existent en fait. Tu vois. Donc tu auras Gotham. Mais bon, voilà. Après, ça rend. En fait, je comprends l'argument de la facilité scénaristique, mais ça permet de justifier tellement de choses après au niveau de. Ce qui est un avantage et un inconvénient. C'est une double lame, très clairement. Mais ce serait bien qu'ils s'engouffrent pas, je parle des Marvel et des DC, qu'ils s'engouffrent pas tous là-dedans. Que du coup, en fait, ces multivers puissent permettre de faire d'autres histoires. Ça va faire 2 ans que c'est comme ça. Non, parce que DC a essayé de se différencier justement, et je pense d'accord. Le fait que James Gunn soit arrivé à la tête de DC à ce moment-là et en ayant vu ce qu'ont été les succès du Joker et de Batman, puisse se dire bah non, en fait, chaque film de super-héros peut exister dans son propre univers sans pour autant que tu aies besoin d'introduire le concept du multiverse, mais par contre pour le grand public, pour les gens qui suivent une franchise, ça permet de justifier, ça permet de rendre les choses un petit peu plus crédibles. Et de faire plus de films. Et de faire encore plus de films, de faire tourner la pompe à fric, bien évidemment. Pas m'empêcher de croire qu'au début, effectivement, il y a peut-être cette option qui est laissée au réalisateur, mais dans mon avis, dans l'absolu, au final, c'est quand même de regrouper
tout le monde à la fin, quoi. Tu vois, genre, tu fais ton Joker, tu fais ton Batman, tu fais ton machin, mais au final, ok les gars, mais à la fin, il faut qu'ils se rendent. Ce serait utopiste de ne pas penser que DC ne veuille pas exploiter le Joker de Joaquin Phoenix avec un super Batman. Tu vois. Ils ont toujours pas fait leur Avengers. DC, en fait, ça devait être la Justice League, ça a complètement foiré. Ils sont toujours à la recherche de faire. C'était un problème. Ouais, mais ils sont toujours à la recherche de faire ça, quoi. Je pense. Et c'est pour ça que The Flash, ça va être un petit peu le film du renouveau, parce qu'ils vont pouvoir justifier plein de trucs, ils vont pouvoir justifier toutes les merdes qui sont passées avant en disant ouais, mais bon, ça existe, oui, ça existe, mais c'est l'univers parallèle, on s'en fout. Peut-être qu'on les fera revenir, peut-être qu'on les fera pas revenir, mais au moins ça permet de justifier. En tout cas, moi qui aime bien la cohérence, même si je comprends l'argument de la facilité scénaristique, moi au moins pour moi ça me permet de dire bah en fait c'est juste un univers différent. Voilà, mais après, en fait, là où ça devient une facilité scénaristique, c'est si c'est maltraité. Voilà, c'est encore une fois, c'est clair. Non, mais si c'est bien fait, quoi. Oui, je prends, d'accord, ok, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. L'exemple de Doctor Strange parle pour lui-même. Je voudrais revenir sur quelques moments clés du film qui, pour moi, m'ont vraiment fait sauter au plafond tellement c'était bien. Notamment le Spider T-Rex. Oui, ça, oui. Non, ces petites pattes. Non, ce que j'ai moi, beaucoup le multivers, aimé, ils font ça, je le prends. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Mumbaitan. Mumbatan. Mumbaitan. Non, Mumbatan. Donc alors c'est là, le Spider. c'est le Spider, c'est hindou, c'est-à-dire que il y a New York, en fait, c'est Neo Mumbai. Et c'est colonisé par les Indiens, et on a un Spider-Man indien, et j'ai trouvé ça... Colonisé par les Anglais, et c'est les Indiens qui vivent là. Il le dit en fait, les Anglais ont tout, ils ont tout volé. Ah non, ils ont tout volé, ils sont plus là. Oui, ils sont plus là, je pense que en fait... ils sont toujours là ou ils sont plus là? Donc les Anglais ont dû être... On voit un bus à double étage, un bus rouge typique londonien. En gros, ça a dû être colonisé, il n'y a pas eu la guerre d'indépendance des Américains, donc c'est toujours été anglais, et du coup, ils ont fait une immigration indienne, ou alors l'Inde s'est émancipée et a colonisé. Encore une fois, il explique à la fin, et les Anglais qui nous ont tout volé. Il le dit, mais ça passe super vite. Oui, mais on ne sait pas s'ils leur ont tout volé ici ou s'ils leur ont tout volé là-bas et qu'ils ont dû s'exiler aux États-Unis. On va faire une pause dans le podcast, on va regarder le film et on va revenir après. En tout cas, j'ai trouvé ça, mais graphiquement et intellectuellement, mais génial et super frais. Parce que je trouve qu'il y a une parodie de Tollywood qui est magnifique. On est vraiment dans un film enfin, Bollywood et Tollywood. Je trouve, ouais. Ah ouais, je trouve. Enfin, pour connaître un peu l'Inde, il y a vraiment, enfin, c'est l'acteur, enfin le Spider-Man indien, mais il est fantastique. T'as tous les clichés, mais c'est les bons clichés. C'est pas du tout une réappropriation culturelle foireuse, ou même que les Américains peuvent dire ah mais non, t'as réapproprié, alors que non, on parle simplement des choses. Il y a des bonnes surprises dans le film. Ouais. Vraiment, ça a été graphiquement aussi, mais fantastique. Je trouve qu'il y avait des idées de mise en scène, de découpage. C'était un petit bonheur d'avoir ces 25 minutes de Mumbaitan. Mumbatan, il n'y a pas Mumbai. Oui, c'est Mumbatan. Et j'ai bien aimé aussi le Spider-Man anarchiste. Il était marrant. Cliché. Moi, alors le Spider-Man punk en fait. Le Rasta. Non, c'est plus le chanteur de Block Party et de Prodigy. C'est un Rasta en fait, puisqu'on voit ses grosses dreads à la fin. Oui, non, je confonds avec un anarchiste. Et je voyais le punk aussi. C'est le punk, c'est l'anarchiste. Et là, il y en a deux, non? Non, il n'y en a que un. C'est tout le temps le même? Celui qui l'aide à la fin, en fait? Mais oui. D'accord, ok. Celui qui l'aide à la fin. Ouais, non, et après, voilà, on en voit franchement des milliers des Spider-Man dans le film. Mais trop. Concrètement. Mais on en voit trop, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment. mais là, je pense que c'est voulu, c'est l'overdose. Il y en a qui sont complètement inventés. Et, le Spider-Cochon qu'on avait vu dans le 1, là, on a vu Spider-Chat, Spider-T-Rex. Spider-T-Rex. Spider-Cochon, effectivement. Et tu crois qu'ils auraient pu le... Spider-Cochon, c'est très clairement une référence au film des Simpsons. C'est les Simpsons. Et il y a Spider-Cochon dedans? Il y a bien sûr, dans le premier, t'as Spider-Cochon. Ok, j'ai pas vu le premier, c'est pour ça. Donc, donc voilà, ça fait ces petites références qui sont quand même cool. Excuse-moi, je le dis maintenant parce qu'avant de l'oublier, la petite scène Lego aussi. Ah ouais, le monde Lego. Mais là aussi, tu sens que si Sony et Lego font un petit partenariat, ils seraient capables de sortir. Ils en ont sorti des films. Ils ont déjà fait Lego, des DC Sony. Voilà, donc il y a Batman Lego. Voilà, ils ont déjà fait des Lego Batman, donc ils pourraient très bien sortir des Lego Spider-Man et encore une fois, tu peux justifier parce que voilà, ils ont introduit le concept et maintenant ils peuvent tout justifier. Mais peut-être que ce sera bien. Moi j'ai beaucoup aimé quand même parce que au début ça fait très jouet
la baston où tu vois la voiture qui se renverse dans les Lego. Ça fait vraiment très jouet. Et puis à un moment, t'as la caméra qui se lève et qui va juste filmer en fait un petit Lego qui est à la fenêtre. Une anomalie. Et il le suit, mais tu le vois, il va dans son petit truc secret. Petit bruitage tout pourri. Et j'aime bien l'autre Spider, Oscar Isaac. Il est trop fort, je l'adore lui. Il est vraiment très très fort. Parlons en dernier lieu de la fin. Ouais. Cette dernière partie des trailers, qui est pour moi déjà attendu, le fait que ce soit ça se fait plus des fins comme ça normalement. On la voit arriver à des kilomètres. On la voit arriver pendant 20 minutes. Et l'arrivée du gang qui va sauver Morales, pardon. C'est le gang du 1 en fait. J'ai trouvé ça, mais c'est le gang du 1. En fait, il y a celui en noir et blanc. Il y a deux, trois personnages que tu vois dans le 1, mais t'as 2-3 personnages qu'on voit aussi dans le 2, notamment le. Mombata. C'est quoi son nom d'ailleurs? C'est Pav. Pav. Non, mais son prénom, je crois que c'est Pav, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, exact. Mais oui, non, la fin. Laisse. Là-dessus, je vous laisse. La fin est trop attendue et c'est trop attendu, trop tiré en longueur. Et tu sais très bien que en fait, il va y avoir. Tu comprends très vite qu'il va y avoir une suite. Ouais, mais par contre, l'arrêter comme ça en pleine. C'est le principe du cliffhanger de série. Ouais, mais là, c'est. Souviens-toi comment Matrix 2 se termine. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas une bonne référence. On est d'accord, c'est pas forcément une bonne référence. Mais souviens-toi comment Matrix 2 se termine. Mais effectivement, vu qu'on connaît toutes ces références à la con, si on sait très bien que Matrix 2 ne marche pas, pourquoi faire ça? C'est ça la grande question. La question, parce que c'était il y a 25 ans. Comme on dit, la question, elle est vite répondue. Non, je suis l'entrepreneur. C'est le meilleur moyen d'accrocher les gens pour aller regarder la suite. Les gens ont applaudi. Les gens ont applaudi. Si tu vois le 2 d'office, qu'à un moment dans ta vie, tu vas voir le 3. Si t'as aimé le 2, tu vas aller voir le 3. Toi, t'as pas vu le 1, faut dire après. Oui, donc, peut-être que tu verras jamais le 3. Matrix en est la preuve. Moi, je suis allé avec des forceps voir le Matrix 3. Et c'était un enfer. Oui, mais parce que t'avais envie quand même de connaître la fin. Non, je sais pas pourquoi je suis allé voir Matrix 3. Parce que t'avais quand même envie de connaître un petit peu la fin. Autant le 2, je sais pourquoi, parce que voilà, mais le 3, non. Alors mais tu l'as vu quand même, tu vois. Oui, comme quoi tu l'as vu quand même. Et au cinéma. Bien sûr. Bon, voilà. Alors, de quoi tu parles? Et le 4, t'as remonté le niveau. Enfin, je me rappelle, t'es sorti en joie. Je sautais, j'ai fait un truc avec mes jambes, j'ai claqué comme ça. Tu faisais comme dans le film, t'essayais de faire comme Keanu Reeves dans le film, à essayer de sauter en l'air comme ça. Ça, c'était vraiment un bon film. Oh là là, franchement, Matrix 4, c'est trop un bon film. Je pense toujours à Durandal, je suis désolé. Non, c'est Lucie, ça. Qui le met dans son top, qui le met top 1 ou top 2 ou top 3 des films de l'année 2021, t'es là-dessus. Mais c'est un peu son truc. Il est sérieux, lui. Enfin, on a vu le même film ou quoi? C'est un peu son truc du Randall, c'est de défendre les films un peu cause perdue. C'est un peu du caca. C'est du foutage de gueule. C'est du montage de caca, quoi. C'est du foutage de gueule. Ouais, non, franchement. Mais concernant, je tergiverse juste 2 secondes. Concernant Matrix 4, il y a une très bonne vidéo de y penser pendant 1 heure. Sur Matrix 4. Où il défend le film. Alors, il défend les propos philosophiques qui peuvent. Parce que tous les sujets abordés par les propos philosophiques, certains propos amenés dans le film peuvent être défendus et sont défendables. Ah oui, non, mais il y a plein de choses à défendre. Il y a des propos dans Matrix 4 que tu peux défendre, que tu peux apprécier et dans lesquels tu peux te reconnaître. J'ai aucun souci avec ça. Mais moi, ce que je regarde, c'est le film. Est-ce que le film m'a amusé? Est-ce que j'ai été pris dedans? Non. C'est mal filmé, c'est mal joué et ça rend pas du tout honneur à ce qu'était le Matrix 1 qui est un putain de chef-d'œuvre, un des meilleurs films de tous les temps. Après, c'est la même personne qui a fait le 1 qui a fait le 4. Donc, non, c'est. Il n'y a pas la sœur. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est pas la même période. C'est plus le même sexe. C'est intéressant aussi. Il y a plus rien. Le film reflète aussi l'évolution de l'auteur. Donc, alors c'est inquiétant pour Lana. Alors. Oui, c'est le problème parce que a toujours été fidèle à ses thèmes principaux qui sont l'amour. Ah oui, il y a des thèmes que tu développes et tu peux bien les faire ou mal les faire. Et aussi, Matrix 1 était aussi un pompage de plein de choses et qui était novateur. Autant le 4, il n'a pas du tout ce côté novateur. C'est pour ça que le 2 et le 3 ne marchent pas. Parce que l'histoire, au final, ils l'ont développé, mais c'est comme de la merde. Et là, ils ont été 2 à le faire. Ils étaient 2 à l'époque. Ils étaient 2 à le faire. Qui étaient 2 à le faire et ils en ont fait vraiment de la merde et ils étaient seuls aux manettes avec les coups des franches. Donc pour moi Matrix le 1 reste un accident totalement involontaire et ça a échappé complètement au contrôle de ses créateurs. Du coup votre avis alors sur Matrix 4 à chaud? C'est nul à chier. À très très chaud.
Je pense honnêtement que c'est un film que je ne reverrai jamais. Moi, je pense que je l'ai déjà revu une deuxième fois. Ah ouais Parce qu'en fait, à force de me renseigner, d'écouter... Alors, je sais pas, j'ai mon avis sur le film et j'ai pas aimé, attention. C'est juste que je suis quand même intéressé par les arguments qu'on... Mais il y a plein d'arguments qui s'entendent et qui sont défendables, mais ça ne fait pas de ce film. Non, mais aussi le film, comment est-ce qu'il est montré, ce qu'elle a essayé de montrer dans son film. Elle a rien voulu montrer, c'est ça le problème. Mais non, elle a rien voulu montrer. Il y a beaucoup plus qu'on ne veut le croire. Elle a rien voulu montrer. Parce qu'après, c'est peut-être pas subtil. Et moi-même, elle reste que j'ai vu, que j'ai compris, que j'ai pas trouvé cool. Elle reste alors dans l'entre-soi parce que le film Matrix 4, c'est pas un film universel, c'est pas un film qui a des beaux messages qui peuvent parler à tout le monde. Non, c'est clair. Que ce soit des messages qu'elle veuille porter, elle les porte, ok, mais après qu'ils soient transmis et reçus par les gens, ça, il y a zéro garantie là-dessus dans Matrix 4. Ouais, Matrix 4 n'est pas un bon film. C'est le deal. Ouais, mais autant elle avait. Je dirais pas que c'est un mauvais film. Elles avaient réussi un bon film. à le faire avec Jupiter Ascending et celui avant, j'oublie le nom là, qui dure 3 heures avec Tom Hanks. Claude Atlas. Là, voilà, il y avait un vrai matériel pour pouvoir parler de ces thèmes, de les développer. Alors là, Matrix 4, le problème, c'est que tu as Matrix 1, qui est déjà un gros shtuck, qui fait que voilà, on a tout ce background pop culturel par rapport à ça. Et après, il y a les mères du 2 et du 3. C'est quand même des bons divertissements, le 3. Non. Le 2, ça passe encore. Le 3, non, scène de l'autoroute. Mais non, c'est nul. C'est nul. Pour faire la recette, la recette d'un bon film, faut pas aller chercher loin. Tu vois, genre, si à partir du moment où tu dois faire des vidéos pour justifier que le film est bon, c'est que quelque part il est pas si bon que ça, parce que tu vois, genre, ça je suis d'accord, des fois trop en faire, et je trouve qu'il y en a beaucoup trop par rapport à Matrix 4. Effectivement, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup trop à rattraper, quoi. Il y a un truc à louper, c'est clair. Non, ça je suis d'accord, c'est la vie que je me fais, mais il y a des petites choses parce que j'ai découvert des choses que j'avais pas forcément vues et que je pense comme quoi balance. Faudrait que je la revoie, mais ça m'avait interpellé. Après, je suis pas d'accord avec tout non plus dans ce qui est dit. Non, mais encore une fois, j'entends, il y a des trucs défendables. Faudrait que je retrouve, mais la première scène du début, déjà, le bug, en fait. Le premier bug avec la scène qui est refait à l'identique du premier. Ou le début du 2. Où elle est dans une salle enfermée. Non, c'est le 1. C'est le 1, ça. Il y a tout un développement qui est fait par y penser qui est assez intéressant. Je vous dis après, pas tout non plus. Alors, me lâchez pas. Arrêtez de me lancer des cailloux. Je ne te lynche pas. Je dis juste, je peux pas dire moi que même en écoutant les arguments et tout, je peux pas penser que Matrix 4 est un bon film parce que je ne me suis pas amusé devant ce film. Et les gens, je suis désolé, ne se sont pas amusés. Même ceux qui après viennent te dire ouais, mais en fait c'était pas mal. Au premier visionnage, personne ne s'est amusé devant Matrix 4. Non, mais alors, attention. Au-delà de l'amusement, c'est juste mauvais. Ouais, je dis pas non plus qu'il est pas mal, il remonte pas forcément, c'est juste la vision. Mais moi, mon ressenti reste que non, ça, quand même, c'est dur, quoi. C'est quand même très dur comme film. Bon, par contre. On va bien dériver. On va dériver un petit peu. Donc, c'était notre conseil, voilà, Matrix 4, allez le voir. Allez-y. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire d'autre sur le film qu'on vient de voir? Des scènes qui vous ont parlé, marqué? Voilà, la toute fin. La toute fin est quand même, c'est quand même prenant. À partir du moment où tout prenant. Tout s'enchaîne en fait. Toute la partie où ils s'échappent, où ils finissent dans l'espèce de train qui va sur la Lune, là, tu lui dis, bon, t'es un peu accroché à ton siège parce que ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup trop de questions réalistes qui se mettent derrière, personnellement. Moi, je suis totalement sorti de cette scène. Vraiment, dans le sens que le train va sur la Lune, ok, d'accord, bon, la Lune tourne autour de la Terre, donc il n'y a pas vraiment de point fixe pour aller sur la Lune, ok. Soit, bon, je m'en fous du réalisme. Non, mais je m'en fous du réalisme. Non, mais dans un monde super-héros qui où la Terre et la Lune tournent en même temps. Non, mais autant, voilà, sur Zissou, tu vois, j'achète. Là, j'ai pas pourquoi. C'est un monde où la Terre est le centre du monde. Oui, mais justement. Mais au-delà de ça, c'est pas ça que je veux mettre en avant vraiment. C'est plus le côté, je me dis, mais leur discussion, alors t'as cette scène d'action qui est mise, où il se fait poursuivre, où ça n'arrête pas, ça part dans tous les sens, et forcément ils sont obligés de faire un espèce de pinacle de cette scène d'action, être encore plus, on va faire quoi? On va faire une fusée un espèce de train fusée qui va sur la Lune, on va faire machin, ils se font plaisir, ils font des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans un film. Oui, mais autant sur tous les autres, ça fonctionne, sur toutes les autres scènes de baston, où ça va dans tous les sens, où t'as les toon shading qui changent en même temps, t'as du photoréalisme, du machin.
machin. T'étais juste saoulé, je crois. Ah, mais C'était les 2 heures de trop. Là, J'en pouvais plus. Ouais, je crois que t'étais juste saoulé. Il arrêtait pas de bouger dans son siège à côté. Et Là. tu voyais, mais à 15 km où ça voulait en venir, en disant, enfin, c'était vraiment à la conversation de la Obi-Wan en disant à Anakin, you were the one, tu étais l'élu. You were the chosen one. Sauf que là, c'est l'inverse. Là, il lui dit le contraire. Mais oui, il lui dit le contraire. Et c'est ça qui va pas. Donc moi, ça m'a gonflé. Alors, désolé moi, pour c'est ça justement qui m'a plus ou moins intéressé, du coup. Ouais, mais bon, je comprends. Encore une fois, c'est Morales centré. JB nous t'es pas la cible depuis tout à l'heure. T'as tout dit dès le début quand voilà, on a dit. Je m'arrête de parler. Tu n'es pas la cible en fait. Effectivement, je comprends qu'à un moment, moi, si j'avais pas été la cible, je pense qu'il y a plein de choses dans le film qui m'auraient saoulé. Pour le coup, c'est un peu long et tout, machin. Oui, bon, ok, c'est bien, merci, au revoir. Mais non, là, il faut aimer les films d'animation, il faut aimer Spider-Man. Puis en plus, c'est un film qui te le permet, en fait, tu vois, où tu comprends assez rapidement. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu Non, faut pas spécialement être jeune. Ça, par contre, je suis pas tout à fait d'accord pour ça. Non, je pense que même ça si peut le marcher. film est formaté pour justement toucher une audience plus jeune, je me considère pas comme jeune, je me considère pas comme vieux, mais a priori, je suis pas trop dans la cible non plus. Je suis pas un grand fanat et pourtant, j'ai quand même apprécié le film. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprécier le film pour ce qu'il est en fait. De toute façon, vraiment on le voit dans le box-office, on le voit dans le résultat et on le voit aussi dans les critiques. Les critiques sont bonnes. Et les critiques, c'est pas des jeunes de 16 ans qui les font. Pour le coup, 96% sur Rotten Tomatoes. Il y a une reconnaissance. Voilà. Après, il faut aussi se rendre compte que les gens qui vont voter ou qui vont donner une note, c'est des gens qui sont engagés en fait, parce qu'ils aiment de base, donc c'est plus facile d'aller noter. Quand tu as des films qui sont censés être plus universels de type super-héros Marvel ou même DC, où il y a des gens un peu random qui sont allés voir par exemple Batman parce qu'ils sont dit ouais tiens en fait Batman c'est quand même un gros super-héros et tout machin. Et en fait il y a des gens qui n'ont pas aimé Batman parce qu'ils se sont pas retrouvés dans l'univers détective noir de ce film là, donc les critiques sont moins dithyrambiques. Là c'est vrai que au-delà des critiques dithyrambiques sur Spider-Man, c'est, je pense, sur les sites d'agrégation, comme ça, c'est beaucoup des gens qui sont déjà engagés et qui ont envie d'aller défendre le film qui y vont, plus que sur d'autres films. Non. Donc, il faut aussi un petit peu peut-être pondérer la note globale. Mais au-delà de ça, vraiment, dans les critiques de base, de manière générale, si tu prends le film pour ce que c'est dès le départ, il y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est un bon film d'animation. Il y a un consensus là-dessus, les gens sont d'accord pour dire que. Mais après, si t'es pas la cible, t'es pas la cible, quoi. On se base par rapport à quoi On se base par rapport à tous les films de super-héros qui ont été faits dernièrement. Donc là, forcément, il sort du panier, ce film-là. C'est quoi la comparaison en fait ? Est-ce qu'il y a une comparaison du coup dans les critiques Il y a trop de trucs à comparer. Voilà. Il y a trop de trucs. Ce film-là ne peut que remonter dans le niveau par rapport au reste, quoi. Donc non. Non, moi, la fin, je voulais vous demander, à la fin, on comprend quand même que son père doit mourir, du coup. Bien sûr, oui. Dans le monde où il arrive, son père est déjà mort. Oui. Ouais. Du coup, ça veut dire que sa mission, ça va être de retourner dans son vrai monde pour sauver son père. Tout à fait. Oui, toujours, ouais. Donc ça va être le fameux dilemme dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire ? Parce que la ligne du temps voudrait que son père meure. Ah oui, il est censé, son père est censé mourir dans 2 jours. C'est explicité. C'est ça. Son père est censé mourir de 2 jours dans son discours d'intronisation au poste de commissaire. Donc ou capitaine, je sais plus. Oui, non, il passe commissaire. C'est capitaine, mais il passe commissaire. Ouais, voilà. Ouais. Et donc là, il est coincé sur une autre terre avec un méchant qui est lui en fait. C'est sur la version de son rôdeur. Voilà. Le rôdeur qu'on voit dans le 1 et qui est joué par son oncle est en fait joué par Miles Morales lui-même dans la terre version 42. Mais on ne sait pas s'il est méchant ou pas, en fait. On suppose qu'on doute beaucoup que. Ouais, mais là, je la vois bien encore la faire à l'envers parce que le rôdeur doit être méchant. Ils sont pas en mode pâquerette et peace and love. Donc. Non, c'est sûr. Ça, non. Sûr. Ça, absolument pas. C'est clair. Un dernier mot ? Bite. Couille. Spot. Ok, très bien. Est-ce qu'on a un erratum cette semaine ? Cette fois-ci. Non, il y a 3 fois rien. Juste revenir sur le Boys of Red. Ok. Qu'on avait fait la dernière fois. Il y avait aussi un truc par rapport à vous aussi. Sur R. Dans Boys of Red. Il n'y a pas de R. C'est pas la comédie musicale. Non, ni le film avec Spike Jonze. Faut le dire comment ? R. Air Jordan. Est-ce que tu as tes Air Jordan ? R, d'accord, ok.
Elle était nulle, ma blague. Oui, t'es nul, là. Faut te la laisser le grand silence. Non, alors pour Boys Afraid, à 19 minutes, en fait, à un moment, on parle de la mise en scène d'Ari Aster. Yeah. Et en fait, tu faisais remarquer que... D'ailleurs, c'est un point qu'on va pouvoir rebondir sur le Spider-Man. Ari Aster, en fait, aime bien en fait, annoncer tous ses films au début de ses films. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans Hereditary, à travers la maison. Plan, dans les premiers plans. Dans Midsommar, c'est à travers la fresque. Me dis pas trop sur Midsommar. Faut pas trop. D'accord. Tu vas le voir ? Oui, je vais le voir. C'est bien. Je dois le voir. Tu as vu Boys Afraid, du coup ? J'ai pas vu Boys Afraid, non. Mais non, il était pas venu. Non, j'étais pas venu. Ah, je sais pas que tu l'as pas rattrapé. Ah merde, c'est pas un spoil parce que c'est le début. Et en fait, dans le Boys Afraid, il fait encore la même chose. Alors, je sais pas si tu l'avais capté, toi, du coup, JB. Je l'ai pas capté du tout. Faudra que tu le regardes, du coup, encore une deuxième fois. Mais ça me dérange pas de le c'est regarder. C'est pas un erratum, du coup, c'est un apavoum. Non, il n'y a pas eu Apavoum, hein. Avez-vous pas vous Apavoum. Excellent, l'apavoum. Très très bon. Prochaine rubrique, apavoum. C'est validé. Et donc, tu l'as pas vu ? Non, je l'ai pas vu. Dommage. Alors, second erratum. Non, je vais quand même dire c'était quoi. C'est en fait, c'est la scène de l'enfant qui joue au bateau sur. Tout à fait. En fait, à un moment, il jouait avec son bateau et le bateau se retourne. Et certaines parties de ce clan-là se retrouvent à la fin. Mais on ne dit pas plus. Qu'est-ce qui arrive ? Sa mère vient pour l'engueuler, en fait, comme Beau se fait engueuler dans le film. Voilà. Mais t'inquiète pas, c'est pas très très grave. C'est pas très grave. T'as 3 heures d'autre chose. Hein. Vraiment. Par rapport au box-office, le film est monté un petit peu. Il est à 10,5 millions de dollars. Ouh, sur 35 millions, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas bon. Ça s'appelle un four. Donc il est en train de se prendre un four. Et c'est dommage. C'est pas. C'est compréhensible, mais c'est pas mérité. Mais il va pouvoir toujours faire des films, ce mec-là. Oui, non, clairement, ça c'est pas un problème. Il a la carte gold de chez peut-être 24. Pas comme ça. Il va peut-être faire des films avec la liberté à 10 millions, mais pas à 35 millions. En tout cas, je souhaite qu'une chose, c'est que Ari Aster puisse s'exprimer. Pas trop non plus. Du moins, s'il peut changer de sujet, il parle pas de sa mère. Voilà, surtout ça. Mais bon. Après, concernant... Oui, dis-moi. Mais après, Boys Afraid est un cas complexe et donc... un cas psychiatrique, tu veux dire. Et que franchement, c'est un film à voir, Morgan. Vraiment, c'est un film à voir. Si t'as 3 heures devant toi, faut et savoir 3 heures encore après pour... Moi, je te dis, j'en ai un petit peu ma claque des films trop longs, donc pour l'instant, je vais pas... Voilà en 3 fois. Ouais, ou alors faut que je le regarde en plusieurs fois. Ouais. Bah, regarde le Chapeauté 2 que j'ai vu hier soir. Ah, mais ça, j'adore. Il dure moins de 2 heures et il est vraiment bien. Ouais, je sais. Un film d'animation, très bon film d'animation. On s'y retrouve d'ailleurs un petit peu dans celui d'aujourd'hui, celui de ce soir. Et du coup, les Ratums sur R, c'était quoi ? Les Ratums sur R, à un moment, vous parlez des Bulls. Ouais. Vous parlez des grands joueurs qui sont avec Michael Jordan. Scottie Pippen. Ah, c'est ça. Ah merde, ouais. Je me suis auto. À un moment, vous parlez de Barkley. Charles Barkley avec Michael Jordan. Et il y en a un troisième que vous ne trouvez plus. Et toi, tu dis avec les cheveux en l'air comme ça et tout ça. Et c'est Scottie Pippen, effectivement. Ouais. Et pour rebondir par rapport à Michael Jordan, en fait, moi, je fais déjà une petite reco. Ouais. Sur YouTube, vous avez l'émission La Légende qui passe dans l'émission Click de Mouloud Achour, présentée par Sébastien. Mathieu va me tuer, je n'arriverai pas à le dire, mais allez voir en tout cas la Click. Et là, ils viennent de faire une rétrospective. C'est pas fini, ils sont déjà en deux parties de 1 heure chacune sur Michael Jordan, justement. Ouais, non, mais c'est. Et c'est assez fou. Personnage fou, Michael Jordan. Et pour l'histoire, en fait, s'il a fait du baseball après sa carrière de basketteur, c'est parce que normalement le baseball c'était son premier sport. Ah ouais. C'était le basket. Il n'était pas voué au basket en fait, ce garçon. Mais c'est juste qu'il fait partie de ces athlètes qui sont multitalentueux. En fait, tout ce qui commençait, il était fort, quoi. Et ça en revient. Avec basket. Le personnage de Michael Jordan, on a discuté pendant R, mais justifie à lui-même de toute façon l'existence du film R. Donc même si ça reste une grosse publicité déguisée, voilà. Et je pense que je vais le regarder, même si j'ai écouté le podcast. Je pense que je vais le regarder. Ah oui, non, bah oui. Ça fait partie des films où tu connais un peu la fin, donc c'est pas très grave. Les vivants, ils meurent pas à la fin. Ils en fait le contrat. Alors. Et ils vendent des chaussures. Ils vendent beaucoup de chaussures. Et elles sont belles. Je vais m'en acheter une paire de Air Jordan. Ah yes, c'est bon ça. Alors, moi j'avais envie de m'acheter des Air Jordan, mais à la fin du podcast, vous m'avez fait repenser à des pompes que j'ai trop envie de me retrouver. Lesquelles ? Les pumps.
Ah, mais oui, les pumps. Mais bon, mais les oui. pumps, c'est un autre délire. J'aime pas trop, moi, le côté trop bulky. Ah oui, non, mais pour les porter, c'est une horreur, mais juste les avoir, en fait. Parce que ça me rappelle tellement le collège. Je me rappelle, au collège, on avait un mec en 3e. Moi, j'étais en 5e. Le mec, c'était le seul à les avoir dans l'école. Il était tout mince. Avec les trucs énormes. Et en fait, il avait juste ses pieds. Il avait les gants de Thanos. Il était mais à ses pieds, quoi. Des trucs. C'était incroyable. Et tout le monde l'adorait, quoi. Il avait vraiment, littéralement, il avait les gens à ses pieds, quoi. Je serais curieux de voir ta femme valider cette idée-là. De quoi, d'avoir ces chaussures? D'avoir ces chaussures-là affichées chez toi. Non, j'afficherai pas, mais je les mettrai pour sortir les poubelles, pour faire mes courses. Vous avez vu, les gars? Mes pumps. Et non, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, alors du coup, par rapport pour finir, par rapport à la Poupavou, comment est-ce qu'on l'a appelé? Le Napavoum. Le Napavoum. Bien vu, je retiens, ça va être ça. Ouais. Le Napavoum, très bon. Des Ari Aster qui retrace tous ses films au début. Vous avez remarqué que dans le Spider-Man de ce soir, en fait, il fait la même chose. Ah. Parce que dès le début, en fait, il y a une scène où t'as Gwen Stefani, en fait. Gwen Stacy. Putain, Deux fois. Don't speak. You know Et what you're saying. Et à un moment, Gwen Stacy, justement, je ne sais plus, elle a des flashbacks, en fait. À un moment, elle voit pas des flashbacks, mais du coup, elle voit des images. Elle a un contact avec quelque chose. Oui, parce qu'elle dit je connais l'histoire, mais je ne crois pas à ce qui va se passer ou j'attends de voir. Et donc, en fait, on voit des images qui vont se produire après. Et pareil pour Miles Morales, quand il rencontre la Tâche. Oui. À un moment, la Tâche commence à devenir plus forte. Ouais, c'est mieux que de dire spot. La Tâche. Oui, il voit notamment, effectivement, et il voit la mort de son père. Ouais. Il voit des scènes aussi qu'on verra aussi dans le film et tout ça, mais c'est vrai que bon. C'est aussi ce qui le pousse à ne pas vouloir ce que ça arrive, c'est qu'il a déjà plus ou moins vécu, il a pas envie que ça arrive. Quoi. Dans un très beau design en noir et blanc, genre sketch dessiné. Non, il y a vraiment des. Je comprends que tu sois pas la cible JB, mais tu reconnais il y a des bonnes idées quand même dans ce film. J'ai un cerveau. Je sais apprécier les belles choses. Les mouvements, quand même, moi, les lignes de fuite à chaque fois quand il y avait ces scènes d'action, ça marchait terrible. Quand même. Très beau découpage. Non, vraiment. Allez-y quand même, ça vaut le coup. C'est mieux que le Hulk de Ang Lee. Je vais faire une case de BD ici pour que les gens comprennent que c'est une case de BD. Oui, d'accord, Ang Lee. Ah, c'est bien. Est-ce que c'est tout pour les retombes? Ça a l'air, oui. Et une dernière reco avant de une dernière reco, bah évidemment, si vous n'avez pas vu Succession, foncez parce que là c'est terminé. Tais-toi. Non, je dirais rien, mais il faut absolument regarder cette série. Ah, il paraît que c'est à la fin. Ah, c'est fini, mais moi je me suis fait une petite dépression post-succession parce que vraiment c'est très con parce que tu suis des milliardaires avec qui tu peux pas t'identifier pendant 4 saisons, mais t'es quand même malheureux que ça se termine. Donc c'est quand même, ça prouve à quel point la série est bonne. Mais non, il faut absolument regarder ça. La saison 4, c'est un chef-d'œuvre de bout en bout, c'est incroyable. Et puis c'est là, il y a pas d'incohérence au niveau scénaristique. C'est propre. Ça donne envie en plus quand t'es à la fin, ça te donne envie de tout regarder. Non, franchement, ça donne pas envie d'être riche. Succession. C'est plus d'emmerde qu'autre chose. Mais clairement pas. Non. Sinon d'autres suggestions. Là, je suis sur la saison 3 de Ted Lasso, qui est toujours aussi bien. Donc, j'ai commencé Ted Lasso d'ailleurs. Bah, c'est génial. C'est vraiment, alors là, si vous sentez pas bien, regardez Ted Lasso, c'est vraiment très good. Je suis sur la dernière saison, c'est juste magnifique. C'est trop bien. Et celle qui détient le club, comment elle s'appelle? Ah, Rebecca. Ouais. J'ai pas encore les noms en tête. Coup de cœur à fond. Oui, toi, t'es bien fan. Mais voilà. Série Apple. Lionel, un petit reco reco, oui, alors moi c'est un podcast que j'ai déjà découvert il y a quelques temps mais que j'avais pas eu l'occasion d'en parler ici. Ça s'appelle Les Infox de l'Histoire. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Pas du tout. C'est un nouveau podcast lancé sur France Info et la Fondation Descartes. Donc fondation en fait qui s'amuse, qui travaille en fait à vérifier les informations en fait, à vérifier la véracité des informations. Exactement. Fact-checking. Et donc c'est un podcast en fait qui va revenir en fait sur ces histoires qui ont bercé notre monde. Ça peut aller de l'Antiquité jusqu'à maintenant, où en fait on peut débunker l'intox qui était balancé à cette époque-là, quoi. Ouais. Est-ce qu'il parle des pyramides?
Non. Il parle de Maître Gims. Il parle pas des pyramides, il parle pas de Maître Gims. Nota Bene en parle de Maître Gims, où il le défonce un peu. Vraiment toute petite suggestion, parce que voilà, on en a discuté entre nous. Silo. Les deux premiers épisodes sont très bien. Après, c'est. Moi, je commence à traîner aussi. Je suis au 4e. Ça traîne un petit peu en longueur. Ok. Mais toi, t'as lu les bouquins. J'entends, mais lisez les putains de bouquins. Ouais, mais je crois que je vais plutôt lire les bouquins que regarder la série, parce que la série, c'est un peu. Ah ouais. Écoute, moi, c'est pas mal, mais c'est combien là? On est à jour, je crois. Moi, j'ai pas vu l'épisode de cette semaine. Vous avez vu le 7? Non, j'ai pas vu l'épisode de cette semaine. Moi, je suis au 6e et je vais me faire le 7. Moi, c'est très bien. Moi, je suis très content de la série Silo. Ok. Vraiment. Par rapport à ce que tu as pu expériencer tout à fait avec les livres, avec The Books, avec t'as tout expérimenté. Mais les books sont meilleurs. Les books sont meilleurs. Si vous voulez, c'est des books, je vous prête les bouquins, je peux vous prêter les bouquins, je les ai en vrai. T'as pas des booglies, des liseuses de books? Je peux filer. En tout cas, sachez que j'ai les bouquins physiques, je peux les filer. Je me demande si ce serait pas une bonne idée, ça. En fait. Je sais pas qui le veut en premier, mais en tout cas, je les prête volontiers. Je crois que j'ai regardé la fin de la saison 1. Et je sens que je vais être frustré à mort par la fin de la saison 1. Je vois ça gros comme un camion à la Lost. À mon avis, je pense savoir où ils vont s'arrêter. Donc voilà. Ça va être frustrant. Peut-être que j'aurai envie de lire les bouquins. Savoir, mais en tout cas, je vous file les bouquins avec grand plaisir. Okay. Et franchement, pour moi, c'était des bons bouquins que j'ai lus ces dernières années. Silo fait partie de cette fournée-là. Mais du coup, on recommande encore cette série? Ouais, on recommande parce que c'est bien fait. C'est bien fait. Le premier épisode est génial, vraiment. Le premier épisode est pour poser l'ambiance et tout. Rebecca Ferguson, quoi. Non, mais il y a l'actrice aussi qui se dévoue aussi. Comment elle s'appelle? Sarah Jones? Non, c'est comment? Rashida Jones. Ouais, on voit dans Parks and Recreation et dans The Office. Qui est la fille de Quincy Jones. Moi, je peux pas croire que cette actrice, elle va pas revenir, quoi. Bah oui, c'est pour ça, moi non plus. Je vous dis rien. En plus, elle est au casting du premier épisode. Casting, c'est clair. Je vous dis rien. Tu vois mon œil là? Je vous prête le bouquin. Je vous prête les bouquins, les gars, et lisez. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de. Allez, tu comprends qu'il y a des mystères et tout, mais c'est pas encore assez. Ça monte pas assez en sauce dans la série. Ah, t'es rendu plus loin que moi, ça me donne pas envie de regarder du coup. Voilà. Moi, je conseille la série. Bah, t'as vu l'épisode où il y a la coupure d'électricité? Ouais, oui, il change la turbine. Tu vois, il y a le glitch à un moment sur l'écran. Tu fais les salauds! Les salauds! Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ça qui est bon. Ça, c'est évident, c'est clair. Sachez que voilà, les 3 bouquins, il y a 3 tomes. Ça tient du début à la fin. Ok, top. Vraiment. Ouais. Et tous les mystères seront expliqués. Franchement, c'est bien foutu, c'est hyper rodé, c'est un style très efficace, c'est Hugo Weaving. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son autre bouquin, Outre Sable, où c'est un espèce de Waterworld inversé, où en fait tout est en désert et t'as des plongeurs qui plongent dans du sable pour récupérer des artefacts de l'ancien monde humain. Et franchement, c'est un auteur que j'aime bien. J'ai été plus déçu par son dernier bouquin que j'ai lu qui s'appelle Une colonie. Un peu trop cliché dans le fait d'une colonie distante qui se crée loin de la Terre. Mais Hugo Weaving est un très bon auteur. D'ailleurs, c'est plus que de la SF, un podcast que j'écoute assez régulièrement qui fait l'interview de lui pendant 45 minutes, qui parle de Silo. Je vous conseille d'écouter. Ok, bon, ça c'est plus que de la SF. Top. Lloyd Cherry. Super. Thierry, c'est très bon. Et moi, je conseille 2 choses. Un podcast aussi. À chaud? Oui, déjà à chaud. C'est un plaisir coupable. C'est Metallica Revisited, qui refait toute l'histoire de Metallica du début. Par le gars de... Alors, il y a le gars de Jour du Grenier, celui le technicien, celui qui a les cheveux longs. Et franchement, pour les amateurs de métal et même d'histoire, de musique en général, c'est fantastique. Après, c'est hyper pointu. Ça vraiment, c'est... Il y a que 7 ou 8 épisodes. Ils arrivent à peine au premier enregistrement. Ils viennent de terminer l'enregistrement donc, du premier album de Metallica, Kill 'Em All. Ils reviennent vraiment mois par mois. C'est hyper pointu. Ils ont même des documents exclusifs de répétition de Kill 'Em All. Franchement, c'est un bonheur. Et ce qui est génial, c'est qu'ils parlent. Donc, il y avait Dave Mustaine. Dave Mustaine, pour ceux qui connaissent en métal, c'est le guitariste et chanteur de Megadeth qui a commencé de Metallica. Il s'est fait virer de Metallica. Et d'avoir des anecdotes hyper savoureuse sur le personnage de Dave Mustaine est fantastique et mémorable, parce que ce gars est plus qu'un gros con, c'est un mec, il est fantastique, il est extraordinaire.
Morgan, il faut qu'on l'arrête parce que là, ça va durer 2 heures. Voilà, je vais vous parler pendant Et c'est quoi ta deuxième reco? Et deuxième reco, c'est Dead Ringers sur. Donc un documentaire sur Megadeth, son chanteur. Sur Amazon Prime. C'est une série adaptée de. En fait, vous connaissez peut-être le film qui s'appelle Faux Semblant de David Cronenberg, qui est sorti en 88 avec Jeremy Irons. C'est une histoire de chirurgien esthétique de jumeaux. Et c'était une prouesse technologique à l'époque parce que c'est Jeremy Irons qui jouait les deux avec le début de la sim. Enfin, des utilisations de la C-Motion, du contrôle par ordinateur des caméras pour faire les mêmes plans. Et là, ils en ont fait une série sur Amazon Prime. Franchement, c'est intriguant, c'est très proche dans l'esprit de Cronenberg. On a un côté extrêmement étrange, il y a des petits côtés succession à des moments dans la série, c'est très, très, très intriguant. C'est avec Rachel Weisz, qui joue justement sa jumelle. C'est techniquement, mais hallucinant. Vraiment de voir les deux, c'est la même actrice dans le même plan, c'est fantastique. L'histoire est super glauque, c'est du David Cronenberg style, mais franchement c'est kiffant. Dead Ringers, donc faux semblant. Dead Ringers. Et le titre original c'est Dead Ringers. Ok, je vais voir ça. Donc là je suis au 4e épisode. C'est très cool. bien. Cool. Voilà. Bah, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Bah oui. Enfin. Et il semblerait. Donc, après, peut-être que dans l'autre monde, ils sont pas encore finis. Oui, c'est ça, notre multivers. Faut qu'on leur dise d'arrêter. Hein. J'aime bien ton accent de fin. Et en tout cas, merci de nous écouter. N'hésitez pas à partager, de nous suivre sur Facebook, de nous suivre sur Twitter, de nous laisser un message sur le répondeur, de nous aimer, de nous dire que vous nous aimez ou vous dire que vous détestez complètement. Mais dites-le, n'hésitez pas, nous on partagera. Mais tu vas tout. le dire, putain. Disez-le quand même, disez-le. Partagez. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de nous laisser une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Bref, je fais un peu de promo, désolé les gars. On se retrouve très vite. On a peut-être un film qui va s'intercaler. J'espère que on va peut-être faire ça va être un peu à chaud, un peu plus à froid. Un petit bouillant spécial. Ouais, un bouillant. Il y a aussi la surprise qui va arriver. Désolé, ça c'est de ma faute. Ça a pris un peu de retard. Et après, il va y avoir une grosse actu cinéma puisque au mois de juin, il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir le Wes Anderson, il va y avoir le nouveau Indiana Jones, il va y avoir The Flash. Et là, je pense qu'on va au moins en faire un podcast à chaque fois. Ouais. Il y a moyen. Beau programme. Après, Wes Anderson, je sais pas, mais ouais. Ah si, allez. Il y a Bryan Cranston dedans, donc moi je signe direct. Allez, Wes Anderson, mais on c'est fait. Typiquement le genre de film, en fait, ça m'excite plus. Je vais le voir parce que c'est habituel. Maintenant, les Wes Anderson, mais je m'attends même pas à une grande histoire. Je veux voir pour le style. On verra. Ok. En tout cas, merci, on vous aime et à très vite. À bientôt. Ciao. À bientôt.